Je dis souvent que je suis le mec sans talent. J'ai souvent plus de difficultés que les autres. J'ai commencé à faire une série max de pompes et de traction tous les soirs. J'ai arrêté. Le médecin pensait que ça m'avait coupé la croissance. Je me suis mis 13 entraînements par semaine. Le plus long que j'ai fait, c'est un 110 km et 6000 mètres de dénivelé. C'était costaud. Mon papy disait qu'il valait mieux m'avoir en photo qu'en pension. Vous l'avez compris, Thomas est un physique exceptionnel, mais aussi un cerveau très pointu. Et pour faire tourner les deux, il a des besoins nutritionnels importants. Et pour ça, il a choisi de se complémenter chez les meilleurs, NutriPure. On les remercie, ce sont le partenaire de Thomas et le partenaire de cette vidéo. Cela fait plusieurs années que je consomme également leurs compléments au quotidien, que ce soit pour ma santé ou pour performer dans ma pratique sportive. Et c'est donc un honneur pour moi de les avoir en partenaire de cette vidéo. Mon complément favori pour la récupération après mes entraînements de force ou Aerox, c'est leur Pure Recovery. C'est vraiment un complément parfait selon moi car il est tout en un. Il contient du collagène, de la whey, de la créatine, du magnésium, du zinc et de la glycine. Pour moi c'est parfait, c'est tout pour la récup en une seule dose. Si vous souhaitez essayer NutriPure et préparer votre prochaine compétition comme un pro, NutriPure vous offre une remise de 10% en utilisant le code AEROX10 lors de votre première commande. Rendez-vous sur nutripure.fr, le lien est dans la description, et faites passer votre performance au niveau supérieur. Allez, place à la vidéo. Salut Thomas. Salut Bart. D'ailleurs, je dis Thomas, je dis Tom, je dis Tom, je dis quoi? Tu peux dire Tom, comme tu veux. Je sais plus, en fait j'ai l'esprit un peu embourbé, tu vois. J'ai voulu te défier, m'entraîner avec toi. Et là, après 3 heures de séance, 2500 calories brûlées sur la montre, forcément, je suis pas en hypo, mais presque, tu vois. Bart a perdu un peu de lucidité. On ne sait pas si on va arriver au bout du podcast. Donc, si mes questions sont un petit peu moins précises que d'habitude, ne m'en voulez pas. Pour les auditeurs fidèles, j'ai quand même avec moi une petite boisson de NutriPure, là, le Recovery Pure, là, on s'est pris ça. Mélange de whey, créatine, collagène, franchement il y a tout dedans, donc normalement je serai bien, mais si jamais je tourne de l'œil, c'est que je suis un peu fatigué. Je suis trop content d'être là. Tu peux nous dire où on est là? On voit un petit peu derrière toi, je pense, sur ton plan. Écoute, on est chez moi dans mon petit appartement. Donc ici, il se passe beaucoup de choses. C'est ici où je bosse. C'est aussi ici où je fais du vélo. Je m'étais fait une petite salle d'entraînement juste en haut. En gros, tu es dans mon antre, si tu veux. D'ailleurs, on cherche à déménager pour que je ne monopolise pas tout le salon avec tout mon bazar. Et tu disais que tu étais content d'être ici. C'est réciproque. Moi, j'ai juste un petit truc à dire, c'est que j'ai commencé le sport en 2016 et j'ai commencé à écouter des podcasts en 2019. Et tu fais partie, je pense que tu étais même le premier des podcasts que j'ai écouté. J'ai pris beaucoup de plaisir, je me souviens, à faire des petites sorties la nuit au Contamine de ski de fond, à écouter tes podcasts tout seul sur les pistes. Donc c'était un régal, j'aime beaucoup ce que tu fais, c'est un honneur de faire cet épisode avec toi. Écoute, merci beaucoup. Ça fait un petit moment qu'on échange et qu'on se connaît par les réseaux. Donc c'était sûr qu'on allait faire quelque chose ensemble. Merci. En tout cas, je suis hyper flatté, tu vois, quand des athlètes comme toi, de ton pédigré, écoute, tu vois, je me dis, c'est cool, c'est que ça apporte de la valeur. On va arrêter de se lancer des fleurs. Est-ce que peut-être juste avant de commencer avec les questions classiques, tu peux nous dire la séance qu'on a fait aujourd'hui et que tu m'as concoctée et sur laquelle on a passé 3 heures. Alors il y avait un peu de temps de tournage vidéo. On mettra le lien de la vidéo bien sûr pour les curieux. On s'est bien régalé. Mais en tout cas, moi tu m'as mis une grosse claque. C'était quoi le programme? Ouais, si on se lance des fleurs maintenant, c'est parce qu'on s'est lancé des balles tout à l'heure. Donc on a fait 4 petits blocs de run sous contrainte. Chaque bloc était associé à un exercice. La structure était simple, c'était 3 fois 2 minutes de course associées à une moitié de station de Aerox. Donc par exemple, on avait 25 mètres de sled push, donc ça on répétait 3 fois, ou 25 mètres de sled pull, 50 mètres de fente ou 40 mètres de burpees. Du coup, ça nous a fait 4 blocs de chacun 3 runs plus station. Ensuite, il y avait un petit bonus, mais comme on était à court de temps, on l'a raccourci. On a fait 1500 mètres alternés, comme en double Aerox, sur le ski erg. Puis ensuite, 1500 mètres sur le rameur, toujours alterné. Et enfin, deuxième petit bonus, je voulais faire 300 wall balls, mais de nouveau, on n'avait pas assez de temps. Donc on a fait 150. Et enfin, on a fait la séance de street workout, où là, on avait 10 minutes pour faire le maximum de reps ensemble, en équipe, où on a alterné traction, dips et pompes, et je crois qu'on en a fait 370, quelque chose comme ça.
Ouais, on n'est pas monté jusqu'au 400, mais pas très loin, quoi. Bon, ça m'a ravagé. Je suis bien congestionné, donc là, on est prêt à faire une belle interview. Puisque tu connais le podcast, tu vois, tu sais que j'aime bien commencer pour savoir un peu qui étaient les invités plus jeunes. Et toi, je sais que tu as un parcours avec le sport un peu particulier. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est aussi que pendant très longtemps, t'es pas dans une filière d'excellence très jeune. Il y a beaucoup de champions voilà, qui étaient révélés dès leurs 15-18 ans, qui étaient déjà sur le devant. Toi, c'est venu très tard. Et j'ai envie de décortiquer ça un peu avec toi. Après, bien sûr, on parlera Aerox, on parlera Trail aussi, parce que je vois qu'il y a un dossard Saint-Élion. Mais du coup, ma première question, c'est de savoir quels sont tes premiers souvenirs de sport? Je crois que mes premiers souvenirs de sport, c'était jouer en extérieur et courir et sentir le vent. Donc ça devait être dans tout ce qui était crèche, parce que j'ai des souvenirs de crèche, et primaire, où on est dehors avec les copains de classe et puis on joue, quoi. Ça, c'était Ok. mon premier. Et il y en a un autre qui est un peu plus structuré, un peu plus typé sport. C'est quand en maternelle, on était en toute petite section. Ils nous ont fait une simulation de parcours sportif avec un peu un thème jeux olympiques. Et ça m'avait beaucoup plu. Et dès ce moment-là, je m'étais dit, ah bah, j'apprécie beaucoup plus l'école en fait. Enfin, j'aimais parce que j'ai jamais trop aimé aller à l'école et être assis sur une chaise. Puis là, franchement, j'avais trouvé ça très chouette. Je m'étais dit, si on peut faire ça tous les jours, c'est sympa. Ok. T'avais du mal à rester assis sur une chaise, tu disais? En fait, c'est pas que j'avais du mal, mais j'appréciais pas ce moment. J'étais souvent dans mes pensées. Je suis quelqu'un qui a du mal à se concentrer. Alors, l'avantage, bon là on parle de la maternelle, ça, il y a quand même pas mal d'activités. Mais au fur et à mesure qu'on passe en primaire, puis ensuite au collège ou au lycée, ça devient des cours magistraux où il y a un prof qui s'adresse à la classe. Pas beaucoup finalement d'action. Toi, tu es assez passif, tu écoutes. Et c'est quelque chose pour lequel ouais, j'ai eu pas mal de mal. Ouais, ok. C'est les profs te le faisaient remarquer aussi? Non, parce que j'étais dans ma bulle. Donc j'étais un élève qui était assez discret. Je discutais pas avec mes camarades pendant les cours, tu vois. Je pense que les profs s'imaginaient que j'écoutais, ce qui n'était pas du tout le cas parce que j'étais ailleurs. Donc ça n'a pas été. Les profs l'ont pas dit. Après, évidemment, dans les notes, ça se voyait que j'étais pas vraiment là, quoi. Et puis ensuite, on pourra en parler plus tard. J'ai pris le chemin inverse. Un peu comme le sport, où là je me suis dit, bah, en fait, ça serait bien que tu apprennes à apprécier ce parcours. Un, parce que tu n'as pas le choix, en fait, j'avais comme projet quand même de continuer les études pour essayer d'avoir le plus de portes ouvertes pour mes métiers, le métier à choisir. Et puis, je me disais, il y a quelque chose à apprendre. En fait, tu es en difficulté, bah, il y a une opportunité, quoi, d'évoluer, de te transformer. C'est quoi le déclic? Je pense que c'est un virage dans ma vie. Tu veux la réponse courte ou la réponse complète? Si, on a le temps. Ok. Réponse complète. Le déclic, il s'est passé vers mes 14 ans. Si je fais un petit flashback, je retourne en arrière. J'étais, et puis ça va faire le lien avec le sport et l'activité physique. J'étais un enfant, je pense, qui était assez sensible. Et j'ai eu 3 figures paternelles dans mon entourage auxquelles j'ai pu m'identifier, qui sont mon papa et mes 2 grands-pères. En tant que petit garçon, c'est des figures rassurantes parce qu'elles représentent à la fois je pense la force. Quand je dis force, c'est plus au sens force morale. Des gens qui ont des valeurs, des principes, qui s'y tiennent, qui ne se compromettent pas, qui ont une volonté. Mais les 3 ont en fait le point commun que c'était des gros bosseurs. Autant mon papa que mes grands-pères, c'est des personnes qui ont fait preuve de cœur à l'ouvrage, qui n'avaient pas peur en fait de se dépenser pour les bonnes causes, quoi. Et je pense le premier changement de paradigme, il a eu lieu vers mes 10 ans. Donc c'est le moment où mon papy est décédé. Mon papy maternel, c'était un capitaine au long cours. C'était quelqu'un qui avait une volonté de faire. C'était quelqu'un qui ne reculait devant rien. Et moi, je pense que ça m'a assez marqué. Je l'ai vraiment senti. Je pense que c'était un homme d'un autre temps. Alors, c'est aussi quelqu'un qui était très dur, notamment avec ses enfants.
moins avec ses petits-enfants, qui avait des principes, qui était prêt à les tenir jusqu'à la mort. C'était une personnalité très forte. Je pense qu'il m'a beaucoup inspiré, comme mon papa et mon grand-père. Pour moi, il faisait un peu il représentait dans mon environnement une sorte de chêne. Tu sais, cet arbre très grand, il faisait quasiment 2 mètres, c'était quelqu'un qui était très costaud, résistant, dur, et qui a des racines profondes, une forme de stabilité un peu. Et je me souviens, j'ai quelques souvenirs comme ça, il me mettait dans sa brouette, il avait un champ, et puis il montait en haut de son champ, il y avait une pente de 30 degrés, même nous, juste adultes, à le monter, on était essoufflés. Puis il me mettait dans la brouette, puis il montait jusqu'en haut, on faisait un feu là-haut. C'était vraiment quelqu'un à la fois de solide et de réconfortant, parce qu'il avait même s'il a, je pense, exprimé qu'à la fin de sa vie, il avait un cœur généreux et tendre. Et du coup, le cancer l'a emporté vers mes 10 ans. Pour moi, ça a été très brutal parce que le chêne de mon univers venait d'être déraciné. Alors évidemment, il y avait d'autres figures auxquelles je pouvais me rattacher, qui sont ma famille, mais quand même, il y avait une partie, un de mes proches qui partait, et sûrement celui qui pour moi était un des plus stables d'une certaine façon. Et puis ensuite, s'en est suivi, c'était une période un peu difficile parce que j'ai perdu aussi mon cousin à ce moment-là, mon autre grand-père, et 2 autres personnes, deux proches. Donc j'ai eu 5 personnes qui sont parties, c'est une sorte de peu d'hécatombe. Et s'en est suivi 2 ans où là j'étais sans énergie. Donc c'était ma période un peu pré-ado, 10-12 ans. C'est le moment où j'étais épuisé, raplapla, j'avais aucune motivation pour rien. Je deviens un peu émotif en parlant parce que je pense que c'est toujours un peu frais. Et je pouvais passer des heures allongé sur le lit à divaguer, et j'avais plus grand-chose. Et du coup, le déclic a commencé progressivement. Après ces 2 années, j'ai commencé à reprendre un petit peu d'énergie, sans forcément... à l'époque, je n'arrivais pas forcément à mettre le doigt sur qu'est-ce qui faisait que ça repartait. Mais j'ai commencé à faire de l'activité physique. J'ai commencé à faire une série max de pompes et de traction tous les soirs. Voilà, un peu de discipline que j'intégrais dans ma vie. Et j'avais des petits post-it où je faisais un trait à chaque fois que je faisais cette mini-séance par soir. Puis à la fin, ça me faisait le carré que je barrais comme en prison. Tu vois. C'est un peu le stéréotype, mais c'est une façon simple de compter. Et puis, c'est aussi le moment où je me suis dit, ça serait bien... Je souffrais d'être à l'école, et je ne mets pas du tout la faute sur le système éducatif ou quoi que ce soit, mais j'étais quelqu'un qui passait... Voilà, ces 8 heures de classe, elles étaient longues, je m'ennuyais parce que j'arrivais pas à me concentrer sur ce que le prof disait, ou peut-être j'arrivais pas à y trouver de l'intérêt. Et puis là, pareil, je me suis dit, ça serait bien qu'au lieu de subir tout ce temps pour lequel tu n'as pas de choix, tu arrives à renverser le game et à te dire, il y a des choses intéressantes, je vais réussir à prendre mon pied là-dedans. Et puis c'est le moment où j'ai commencé à m'investir en fait dans les études. Jusqu'à maintenant, mes parents étaient derrière moi pour vérifier quand même que je faisais les devoirs ou les choses comme ça, mais c'était le strict minimum, et je vais pas dire que j'étais en difficulté parce que justement ils étaient derrière moi, mais tout seul, j'aurais été en difficulté ou quoi que ce soit. Donc là, ça a été le déclic. On arrive au moment où tu me demandais c'est quoi le déclic. Ça a été ce moment, j'arrivais pas forcément à mettre la raison dessus. Maintenant, quand je fais un peu ma petite introspection, ma toilette un peu psychologique, quand je réfléchis un peu, je pense savoir pourquoi. Je voulais être plus résilient. Je pense que je m'étais pris... les événements autour de mes 10 ans avaient été brutaux, et j'étais pas prêt, et je pense que je voulais être capable d'accuser ça. Mais surtout, d'une certaine façon, j'ai une partie de mon entourage qui avait été enlevée, et c'est comme si, en reprenant l'exemple par exemple de mon papy, il fallait que je prenne le relais. C'est-à-dire que la figure de force et de tendresse, pour les générations à venir, j'avais ce devoir de
de le représenter, de prendre en fait ce rôle. Et de devenir finalement le futur Shen pour que, je deviens de nouveau émotif, j'imaginais pour que mes enfants, mes neveux et nièces, ben, ils aient dans leur univers un petit Shen qui soit suffisamment fort, duquel ils puissent profiter de l'ombrage, qu'ils puissent s'identifier ou pas à lui, mais que ça soit aussi peut-être une figure de stabilité. J'avais pas forcément pour intention qu'ils suivent mon chemin, mais je voulais représenter par contre cette personne qui ne baisse pas les bras, qui est résiliente, qui face à l'adversité tient le cap. Et je pense que c'est pour ça que finalement, d'une certaine façon, j'ai choisi le chemin de la difficulté en me disant, on va intégrer de l'activité physique, on va essayer l'école, tu n'y arrives pas, ça ne t'intéresse pas, tu as du mal, il y a quelque chose à apprendre, c'est le moment de se transformer et de devenir un peu ce nouveau Shen. Et déjà à l'époque, je me projetais loin, c'est-à-dire que l'idée c'était de devenir ce Shen qui, lorsque le vent sera trop fort et que je serai trop âgé, ça sera à mon tour d'être déraciné, les futurs petits arbres et chênes de ma famille auront eu le temps de pousser suffisamment pour à leur tour prendre le relais. Et c'est un peu comme ça que je vois la chose. Et puis, je pense, au niveau du sport, il y a ce côté activité physique, donc il y a ce côté se confronter à ses limites mentales, de nouveau. Enfin, je vois souvent la force plus au niveau mental qu'au niveau physique, mais pour moi, le sport a toujours été un moyen. C'est pas une fin, mais c'est un peu le vecteur. C'est ce qui permet de faire la catharsis et puis de réussir à mieux endurer, à intégrer de la discipline dans ta vie. En fait, c'est une porte pour te transformer. Pour te découvrir aussi. Ouais, c'est ça. Aussi pour te connaître, créer ton identité. Et oui, je pense, une de mes autres inquiétudes, c'est toujours à cette époque de mes 12 ans, on a découvert j'ai été conscient de problèmes de santé de mes parents qui m'ont eu un peu plus tard que mes sœurs, donc ils ont été un peu plus âgés. Mon père avait un glaucome, donc en fait c'est une maladie qui fait que ton nerf optique est rongé petit à petit, son champ de vision se limitait. Et à l'époque, on nous annonçait qu'il allait être aveugle à mes 19 ans. Ma mère, elle, a des problèmes cardiaques, elle avait 3 fuites au cœur et pas mal d'hypertension, qui faisait qu'elle avait aussi des maux de tête, elle était bien fatiguée. Et je pense d'à la fois perdre mes proches, plus de voir mes parents sous une forme très vulnérable, ça a alimenté, je pense, des inquiétudes, des angoisses, et ça a renforcé ce côté de, en fait, il faut que je sois solide. À la fois mentalement, physiquement aussi en bonne santé, il faut qu'il y ait... C'est que, de nouveau, il me manquait, en fait, j'avais perdu cette figure de... Il y a ce phare dans la famille, cette personne qui représente un peu cette stabilité, et j'avais, je pense, ce besoin inconscient de dire, moi, il faut que je prenne la place. Je sais pas si tu as vu Harry Potter 3. J'ai tous vu. Ok. Harry Potter, à la fin, ils sont attaqués par les détraqueurs. Il y a Sirius qui est, je crois, qui est très affaibli. Je me souviens pas exactement de la séquence. Et il est sauvé par un Patronus. Donc un sort qui a été lancé, qui est nourri d'espoir et de joie, et qui fait fuir les détracteurs. Ensuite, ils sont contraints, malheureusement, pour éviter l'exécution de son parrain, Sirius, ils sont contraints de retourner dans le passé et de revivre cette séquence. Harry revient au même endroit et du coup, comme il revient dans le passé, il se voit, lui, lors de la première version des détracteurs. Et il se dit, mais il y a le Patronus qui va arriver. Il y a le Patronus. Et il voit les... Aujourd'hui, je suis émotif. Il voit les détracteurs arriver qui se rapprochent de plus en plus dangereusement. Et il se dit... Mais à ce moment-là, le Patronus, il était censé arriver. Et c'est là, en fait, ce Patronus, il pensait que c'était celui de son père, parce qu'il avait vu que il y avait un individu qui l'avait lancé. Et là, il n'y a pas du tout son papa. Et c'est là où la réalité un peu le frappe et il se dit, mais en fait,
c'est à moi. C'est à moi de lancer le Patronus. C'est à moi de sauver Sirius et l'autre personne. Et je pense que c'est un peu, à cette période de vie, ouais, ce qui... je vais reprendre mon saut. C'est un peu ce qui m'a frappé. Alors qu'évidemment, il n'y avait pas forcément besoin de représenter quoi que ce soit. Mais je pense que c'est ce qui m'a poussé à mettre au sport, sérieusement dans les études. En fait, toutes les choses qui me mettaient en difficulté, c'est de m'y investir et faire cette transformation en me disant, ben, Tom, c'est à toi maintenant. C'est à toi de faire ce travail. Ouais, et puis j'ai l'impression, en t'écoutant, à partir de ce moment-là, tu as pris une décision qui était que chaque chose qui t'amenait de l'inconfort ou de l'insécurité ou de la difficulté, que ce soit dans l'école, que ce soit dans le sport, mais j'imagine qu'il y a d'autres domaines aussi, tu as choisi de le voir de manière positive pour te renforcer, pour ne plus avoir peur, et tu as réussi à le transformer en une espèce de feu intérieur, en fait, finalement, pour transformer la peur, l'inconfort en, en du travail. Ouais, exactement. Je pense qu'il y avait vraiment cette idée de waouh, je bloque sur quelque chose, j'en souffre, j'ai mal, c'est l'opportunité de devenir meilleur. Sans forcément tomber dans une dynamique masochiste de se dire ah, il faut à tout prix que je sois en difficulté, je vais me mettre dans le bazar, dans la difficulté. Non, c'était plutôt si j'y suis confronté, ok, c'est l'opportunité de se transformer. Ok. Et ouais, ça se reproduit dans ta vie scolaire. Enfin, t'as fait. Moi, je peux le dire parce que j'ai fait une école d'ingé, mais t'as fait la voie royale quand même. MP, MPSI, je crois que t'as été major de ta classe aussi. Enfin, Ouais. t'es passé du petit rêveur au collège à celui qui est premier en prépa MPSI. Alors, je sais pas dans quelle prépa, mais être premier de sa classe, c'est très très difficile. Tu fais Centrale aussi, très très belle école. C'est quoi un peu le mindset? C'est quoi? C'est juste de bosser plus? C'est de garder pour toi cette colère un peu qui... J'imagine qu'il y a une petite part de colère, une petite part de tristesse, tu vois. J'ai envie de comprendre ça, tu vois. Comment... tu en parleras, on parlera de trail, d'Aerox juste après, mais ce sujet, il est passionnant parce que il y a plein de gamins que ça aurait pu détruire, tu vois. Des petits gamins un peu rêveurs et tout. Et du coup, je me pose la question dans ton cas, qu'est-ce qui t'a fait te raccrocher à quelque chose de positif? Tu l'as dit, ok, maintenant c'est à mon tour, tu vois. Comment tu l'as fait après? Tu saurais dire un peu comment derrière un peu ça s'est transformé? J'ai l'impression qu'il y a un peu une révélation qui te dit, ok, maintenant c'est à toi de gérer, mais tu saurais creuser un peu plus sur cette partie-là? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a une chose qui ne m'appartient pas, c'est que bah, j'avais des proches vraiment bienveillants. Et donc mes parents me faisaient confiance. Je pense qu'on a tous été sonnés un peu de cette période difficile, perdue du monde. Je pense, enfin, euh, j'ai été quand même baigné dans beaucoup d'amour, qui est celui de mes parents, de mes sœurs. J'ai 3 grandes sœurs, celui de mes grands-parents. Mon papa est ingénieur, donc il a quand même je pense qu'il m'a partagé une certaine logique. Ma maman est psychologue, donc d'une certaine façon, même si les événements qui m'ont touché ont été difficiles, c'est comme si eux, parmi l'éducation, les émotions, tout ce qu'on a partagé, ils m'avaient donné de bonnes bases. Ils t'ont fait relativiser en fait aussi peut-être Peut-être, et de l'amour et de la confiance. ouais, peut-être ils m'ont fait comprendre très rapidement les choses essentielles, qui est le temps de qualité passé avec tes proches. Mais enfin, ça n'a jamais été dit explicitement, mais je pense qu'ils ont transmis beaucoup. Moi, je pense que je suis parti du coup sur une bonne base, sur aussi la remise en question, comme tu dis, le fait de relativiser. Et puis, de nouveau, tu vois, par exemple, mon papy, sur son lit de mort, la veille de sa mort, on va le voir avec l'une de mes sœurs. Et il a eu des paroles très fortes pour nous. Par exemple, donc il a dit des choses pour ma sœur, il a dit des choses pour moi.
Et si tu veux, à cette époque, j'étais juste un gamin chétif et un peu doux, rêveur, enfin, qui faisait pas forcément grand-chose. Et il m'a dit, ce petit, il ira loin. Enfin, c'est comme ça qu'il est. Et c'est un peu la prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire, j'avais pas de confiance en moi, j'en souffrais pas forcément, j'étais un peu dans mon coin. Et là, tout d'un coup, quand je te disais, bah, j'ai décidé de prendre le relais, d'une certaine façon aussi, il me l'a passé. Il t'a mis le choix-peau, quoi. Et Il c'est t'a mis le exactement. choix-peau magique et il t'a dit t'iras chez Gryffondor et... Gryffondor ou même une autre, mais dans le sens, t'as tout. Peu importe ce que tu entreprends, c'est un peu, bah, t'as ce qu'il faut, t'as le bagage nécessaire. Euh, Alors que à ce moment-là, j'étais juste un enfant un peu perdu. Et je pense à eu, quand bien même c'était sûrement pas du tout vrai, c'est la prophétie autoréalisatrice, il m'a donné ce pouvoir un peu. Ça, c'est juste un exemple parmi d'autres. Mes parents, eux, je pense, m'ont transmis aussi énormément, mes grandes sœurs. Donc voilà, ça c'est le premier point, c'est, je pense que j'ai eu un cadre familial qui a été particulièrement bienveillant. Et le deuxième point, c'est j'ai une personnalité assez particulière où à la fois je n'avais pas forcément de confiance et en même temps je voulais me prouver des choses. J'aime bien casser mes croyances limitantes. Et du coup, par exemple, quand je me suis mis à faire mes séries max là tous les soirs, après 2 ans, j'ai constaté une évolution physique. Évidemment, mon entraînement n'était pas du tout optimal, mais j'ai vu que physiquement j'avais progressé. Bon, il y a également la croissance. Et pareil avec l'école, là où je me suis toujours vu en difficulté, le fait de faire cet effort, de dire, bah voilà, essaye de te concentrer au moins 10 minutes, ensuite essaye de te concentrer au moins 15 minutes, essaye de retenir quelque chose, de relire les cours, t'arrives jamais à faire tes devoirs, ben prends un petit peu de temps. J'ai aussi constaté une amélioration qui était peut-être pas énorme, ça me faisait pas beaucoup progresser, peut-être je passais de 10 sur 20 à 11, 11 et demi, je sais pas, mais au fur et à mesure de pouvoir mesurer tes progrès, ce qui n'est pas toujours évident selon le domaine, mais là ça l'est parce que en cours c'est assez numérique par rapport aux notes, et le sport par rapport à ton physique, visuellement il y a quand même une perception de l'amélioration. Et ça, je pense, ça a été les deuxièmes graines de confiance. Les premières étaient celles de la famille, les deuxièmes, je me les ai su approprier. Et du coup, je suis passé de celui qui avait pas du tout de confiance à un peu plus de confiance. Mais une chose qui m'a jamais lâché, c'est que j'ai souvent plus... Je dis souvent que je suis le mec sans talent. J'ai souvent plus de difficultés que les autres. Et par rapport aux cours, c'était vrai. Je voyais que y en a, ils n'avaient aucune difficulté à retenir, être attentifs. Moi, il fallait que je bosse. Je bosse généralement beaucoup plus qu'eux. Et c'est ce qui s'est passé aussi dans le sport, en endurance. J'étais pas bon, quoi. Par rapport, tu vois, là, mon club de course avec les étudiants, c'est une population d'étudiants, pas d'athlètes, il me faut 2 ou 3 fois le même volume d'entraînement pour réussir les mêmes progrès. Du coup, il me faut 2 à 3 fois... Mais par contre, du coup, je vais fournir plus d'efforts, je vais faire généralement plus d'entraînement, il faut que ça reste cohérent quand même, qu'il y ait une récupération sensée, et j'ai jamais lâché. Donc il y en a qui étaient bien meilleurs que moi, mais après 3 ans, en fait, ils sont passés à autre chose. Ouais. Donc t'es à quel âge quand tu te mets sérieusement au sport? Et tu t'y rends comment? Par quelle voie? Ouais, alors du coup... Parce que je crois qu'en école d'ingé, tu fais pas grand-chose. Hein. Non. Enfin, justement, c'est le moment où je m'y mets. Ok. Donc, j'essaie pendant quelques années, 12-15 ans, où je fais une série max tous les jours. Ok. Ensuite, j'ai arrêté parce que le médecin pensait que ça m'avait coupé la croissance. En gros, j'ai grandi très vite. J'avais ma taille adulte à 14 ans et demi. Et bon, voilà. Donc j'avais arrêté ça. On va taire le nom de ce médecin. Mais Et ensuite, pendant mes études de prépa, là j'étais à 100% dedans. J'ai vécu une vie monacale. J'ai vécu 3 ans déconnecté du monde, littéralement, où j'ai fait maths, physique, informatique, anglais en écoutant la BBC pendant les repas. J'ai vécu littéralement pour ça. J'avais, je pense, 7 heures de sommeil et du coup 17 heures de travail, quoi, essentiellement. Là, pas du tout de sport. Et de temps en temps, des mini-footings au parc de la Tête d'Or pour me rafraîchir les idées quand c'était un peu difficile. Et par contre, en école d'ingé, revirement total. Si tu veux, mes classes prépa se sont globalement bien passées,
mais j'ai foiré mes concours en dernière année. Hmm. J'avais fait 5 demi pour ça. Moi, je voulais la meilleure école d'ingé, donc Polytechnique. C'était clairement inenvisageable d'où je venais par rapport à des gars qui étaient vraiment naturellement doués en maths. Moi, les maths, c'était la matière la plus difficile. Si tu veux, au lycée, donc là, c'est là où j'ai commencé à majorer, je m'étais dit, je majore toutes les matières. Et les maths, c'est clairement ce qui me demandait le plus de travail et d'effort pour atteindre le 20 par rapport, par exemple, à la physique. Ou voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, on va là-dedans. C'est dur, c'est bien, on continue le chemin le plus difficile. Et en fait, l'année de 5 demi se passe bien. Je suis 5e, 7e de ma classe. Généralement, ils en envoient 20. Donc, tout laissait penser que ça allait bien se passer. Et pour la première fois, j'ai vécu un stress handicapant. Juste avant, c'est peut-être la fois où j'ai vraiment pas réussi à relativiser, juste avant les concours, parce que je m'étais pas prévu d'autres plans B. J'arrive épuisé au concours et je me foire. Donc ça passe pas. Tu fais centrale quand même. Je fais centrale, mais du coup... T'as pas la numéro 1, t'as la numéro 2. Mais si tu veux, avec toute une logique de... Je voulais... Une logique assez radicale de je veux que ça, tu vois. Je m'étais pas prévu de performer aux autres concours ou quoi que ce soit. J'avais pas prévu d'alternative. Et grosse déception. Vraiment dur parce que c'était 3 ans de prépa à fond, plus 3 ans de lycée à fond, 6 ans d'années un peu dédiées juste à ça, comme personne l'aurait fait, ou je suis pas allé au cinéma, j'ai jamais touché aux réseaux sociaux, enfin, l'homme dans sa grotte c'est Sisyphe, quoi, qui travaille juste pour un truc. Et puis c'était un peu Sisyphe, parce que justement ça n'a pas marché. Le rocher il m'est retombé dessus. Mais du coup, là c'est de nouveau un peu changement de paradigme où je me dis oulala, là ça va drôlement mal. J'étais très déçu de ce qui s'était passé, très déçu de moi-même. Et je me suis dit, il te faut quelque chose. Souvent quand tu passes un gros objectif, peu importe si tu le réussis ou si tu n'y arrives pas, tu as un moment vraiment de flottement où tu es un peu perdu. Et je me suis dit, il faut que je m'en retrouve quelque chose de difficile. De nouveau, c'est quoi le chemin difficile? Et là, je me suis dit, ça serait bien de réintégrer l'activité physique. De toute façon, c'est bon pour ta santé, t'aimes bien bouger. Et puis en plus, voilà, l'endurance, typiquement, c'est vraiment quelque chose dans lequel j'ai jamais été bon. J'ai une enfance assez active, je jouais beaucoup dehors par rapport à des camarades de classe qui peut-être passaient plus de temps à la maison assis. Et en fait, dans les crosses de collège ou de maternelle, ou de primaire, pardon, j'étais deuxième moitié. Donc je savais que c'était un truc dur et je me suis dit, parfait, on va faire de l'endurance. C'est quoi le plus dur en endurance? Ah, il y a le marathon. Ah, mais il y a des courses plus longues. Ah, mais il y a des ultra-trails. Parfait, on va viser ça. Et c'est là le moment où je me suis mis sérieusement au sport, c'est le dimanche 17 juillet 2016, où je me suis dit, allez, c'est fini maintenant, les concours, la prépa, les 3 ans à étudier, maintenant ça serait bien de s'attaquer à autre chose, quoi. Et tu vises direct de l'ultra. Ouais. Te dis, ouais. En fait, de nouveau, où est-ce que je suis nul, où est-ce que je galère, ok, maintenant on va mettre l'intensité à 10 sur 10. Ok. Tu fais quel poids à ce moment-là, quand tu te mets à la 60 kilos. Ok, tu fais combien aujourd'hui? 83. Tu fais que 83 kilos? Ouais, les gens me disent que je fais beaucoup plus visuellement. Non, c'est pas possible. Je te jure. Mec, je fais 79. Ouais, t'es pas loin, hein. Mais moi, en fait... Moi, tu sais que j'ai passé la barre des 80, je me suis dit, putain, faut que je perde du poids. Pour Aerox, je suis trop lourd et tout. Ouais, t'es quand même bien fit, hein. Alan Kao, ton partenaire, il est plus de 85. Et je crois qu'il est plus lourd que moi. Et d'ailleurs, il était fou quand il me voyait, il me dit, mais toi, tu fais 90, c'est sûr. Et en fait, quand tu regardes un peu ma morphologie, j'ai une taille très fine. Et je suis relativement sec, donc en fait... J'ai assez peu de poids, par contre j'ai une grosse cage qui peut, je pense, donner enfin, le fait d'avoir une grosse cage, ouais. Et du coup les gens se disent waouh, il est massif de partout. Mais l'autre chose, c'est si tu regardes je suis pas vraiment fait pour être massif. Si tu regardes mon épaisseur osseuse, j'ai des membres assez fins. Et je pense que du coup, je suis relativement léché au niveau de ma structure en fait squelettique. Donc je pense l'un dans l'autre. Mais oui. Alan me disait, en fait, toi t'es fait pour le bodybuilding, tu t'es complètement trompé de chemin, quoi. T'as une reconversion après si tu veux, tu vois. Après, je sais pas si tu t'amuseras autant. Ouais, j'aurais du mal, je pense, avec toute la partie dopage, mais évidemment il y a des compétitions naturelles. Mais je pense que ça m'intéresserait moins. Je me suis jamais trop intéressé à l'esthétique parce que c'était pas mesurable. On en revient un peu au progrès. J'aime bien essayer de progresser et de pouvoir vraiment le constater. C'est très impartial. Ouais.
Enfin, très subjectif. Pardon, Ouais, exactement. Oui, c'est ça. Et du coup, je préférais plus constater l'amélioration de tes temps, par exemple un chrono, ou de la charge que tu arrives à soulever, ou du nombre de répétitions. Ok. Tu te souviens de tes premiers 10K, tes premiers semis Ouais, une combien tu fais? catastrophe. Premier 10K, en fait, j'arrive pas à en faire un. Et la première fois que j'arrive à en faire un, je fais largement de plus d'une heure. Wow. Donc j'étais pas du tout en forme. Voilà. Maintenant, je pense que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais je pense pouvoir tourner un 34 si je me prépare spécifiquement pour. En plus, je sais que quand tu annonces des temps, c'est que tu te sens capable, toi. Donc, on dirait, tu sais, il y a beaucoup de gars, tu vois, et moi le premier. Hein, je me dis, oui, bon, je peux aller chercher un 39, 38, facile et tout. Mais oui, je pourrais, mais il faut faire la prépa et il faut avoir le courage de le faire et aller jusqu'au bout, tu vois. Ouais. Mais toi, je sais que si toi tu te mets l'idée en tête et que tu le fais, tu veux vraiment le faire. Donc, oui, je suis assez dingo, quoi. Généralement, j'y vais pas c'est pas de demi-mesure. Et tu te mets à la muscu quand, sérieusement? Donc en même temps, donc En même temps 2016, ouais. Là, été 2016, je tends vers un entraînement minimaliste qui me demande le moins de choses possible. Du coup, j'ai quoi à ma disposition? J'ai l'entraînement au poids du corps, pompe, traction, dips, fente, squat, et course à pied. Parce que ça, tu voyages, t'es ailleurs, tu peux tout le temps en faire. T'es pas limité par une salle. Donc je commence comme ça. Ça, c'est une des raisons. Et les autres raisons, c'est... je voulais faire gaffe à ma santé. Et pour moi, tout ce qui est cardio, j'avais vraiment cette idée que c'était nécessaire. Pour avoir une bonne santé cardiovasculaire, cardio-respiratoire. Et les deux autres choses, c'est je souhaitais être complet. Tu vois, par exemple, à l'école, quand je te dis j'ai à cœur de casser les croyances limitantes, même si moi j'ai des gros doutes. Hein. Des fois, j'y crois pas, mais je me dis, allez, on se lance. À l'école, les gens ils se disaient, non, y a les gars, c'est des matheux, ensuite il y a les gars, c'est des littéraires. Et moi, j'étais là, non, en fait, je vais essayer d'avoir 20 dans toutes les matières, je vais essayer de majorer. Et alors que j'en étais pas forcément convaincu, mais comme je me suis attelé à la tâche, j'ai fini par y arriver. Alors que j'étais pas du tout prédisposé. Enfin, si tu regardes ma concentration, mes aptitudes, enfin, rien ne laissait supposer que je pouvais y arriver. Et là, c'était pareil, c'est de me dire, je vais être complet. Et en plus, à l'époque, même si j'étais pas très connecté, je savais pas trop ce qui se faisait dans le fitness, les gens disaient, ah non, mais tu peux pas progresser en street workout, en musculation, si tu fais du cardio, ou réciproquement. Moi, j'étais là, c'est parfait en fait. Vous êtes en train de me donner sur un plateau d'argent une raison de faire ça parce que vous pensez que c'est impossible. On va s'y attaquer, quoi. Ouais. C'est quoi ton... Vas-y, si on commence un peu par la course à pied, la course dont tu es le plus fier que tu as pu faire? Purement course à pied. Je vois que tu as fait la Saint-Élion, mais tu as fait des trails de plus de 100 km aussi. Oui. C'est une bonne question. En distance, moi, le plus long que j'ai fait, one shot, c'était le Wildstrubel, donc c'est un 110 km et 6000 mètres de dénivelé. 6600, je crois. Donc, c'est costaud. Ouais, c'était costaud. Ça, je pense, j'en suis content au niveau de la distance. Tu avais déjà en plus un physique hyper développé à ce moment-là. Ouais. Tu le fais en quelle année? 2022. Ouais, donc tu étais déjà hyper stock. Oui. Ouais. Tu dirais que c'est à quel moment que tu as commencé à atteindre un plateau physique qu'on ait un peu le référentiel. Mais comme l'esthétique, c'est pas trop ce que je cherchais, mais c'était plutôt l'évolution du nombre de répétitions. J'ai assez vite atteint ce plateau parce que j'ai jamais fait, par exemple, une prise de masse ou c'est vraiment je mangeais parce que j'avais faim, mais j'ai pas envisagé une progression type bodybuilding. Ça m'intéressait pas. Donc en fait, assez rapidement, comme j'ai commencé avec un très gros volume d'entraînement, je me suis cassé les dents, hein, je me suis blessé, j'ai fait des bêtises, mais je me suis mis 13 entraînements par semaine quand j'ai commencé. Je suis passé de 0 à 13. Et du coup, j'ai commencé à manger énormément parce que évidemment j'avais très faim, plus j'ai un métabolisme rapide. Et je dirais en 3 ans, donc en 2019, j'étais à ton poids à peu près aujourd'hui. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Et tes meilleurs perfs en force, tu les as eu à quel moment? Parce que là, maintenant, tu fais de l'Aerox, faut être honnête. S'entraîner purement pour de la force et de l'explosivité pure, ça peut créer pas mal d'interférences avec un entraînement d'Aerox qui reste quand même un sport d'endurance de force. Donc ouais, je sais pas à quel point tu peux faire encore de la force, tu me diras aujourd'hui, mais à quel moment tu as eu tes pics de force? J'ai jamais pratiqué la force pure où tu vas faire du 1RM.
Pour la raison que c'est des séances en fait qui demandent beaucoup de récupération. Et moi, ce qui me plaît dans l'effort, c'est Faire beaucoup. ouais. C'est la dépense, le fait de te sentir fatigué, de te continuer, le fait de sentir l'intensité. Et du coup, il y avait vraiment une idée, il faut que ça soit dur et que ça dure. Donc que ça soit pas comme un 100 mètres. Tu vois, les entraînements des athlètes, des sprinteurs, il y a quand même 3 minutes de récup entre chaque intervalle. Enfin, ça dépend. Et ça m'intéressait pas. Moi, je voulais un truc... Waouh. je revienne un peu ouais, je me suis vraiment frotté à mes limites et je dis pas que tu peux pas te frotter à la limite dans ces types d'intensité, mais je ressentais moins la fatigue pour ce genre d'entraînement spécifique. Donc, j'en avais fait quelques-uns, mais par contre enfant j'en ai jamais fait. Je faisais plus, comme tu dis, de l'endurance de force. Alors quand j'ai commencé, comme j'étais très très faible, bah, c'était forcément de la force parce que je pouvais pas faire plus de 5-7 reps. Donc j'étais dans le domaine de la force. Mais au fur et à mesure que j'ai progressé, j'ai plus augmenté le nombre de reps que la charge. Donc par exemple, au développé couché, c'est devenu de l'endurance de force. Je fais 16 répétitions à 100 kg. Putain. Mais j'ai jamais testé mon max et j'ai jamais travaillé sur cette force. Pareil pour les tractions. Donc les dips, c'était 40 répétitions à 30 kg. Les tractions, je voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'était 18 reps à 30. Donc à chaque fois, en fait, c'était quand même un nombre élevé de répétitions. Ok. Ouais, toi, tu préfères faire ça. Mais c'est un entraînement du coup très qui développe énormément de masse musculaire, quoi. C'est vraiment un entraînement proche du bodybuilding. Oui, je pense que ça, c'est un autre a priori qu'il y avait à l'époque, c'est que pour gagner en masse musculaire, ce qui n'était pas mon objectif, moi, c'était vraiment de gagner en performance. Il fallait faire entre 8 et 12 reps. Ça, c'était un peu presque qu'il y avait une religion autour très de longtemps. ça. Ouais. Mais je pense que c'est n'importe quoi. Enfin, oui, mais à l'époque, les gens ne le savaient pas forcément. Et moi, comme je regardais pas encore trop ce qui se faisait, je me suis pas posé la question. Je faisais mes séries jusqu'à l'échec. Donc si ça demandait 25 reps, si ça en demandait 50, si ça en demandait 100, peu importe, je faisais jusqu'à l'échec. Et j'ai quand même progressé. Ensuite, j'ai découvert un peu ce que les gens disaient. Et aujourd'hui, les études scientifiques montrent bien, donc elles ont pris le contre-pied, que finalement, ça n'importe pas tant que ça le nombre de répétitions que tu vas faire, mais c'est plutôt à combien de répétitions tu es de l'échec. Et comme moi, j'étais à 0 répétition parce qu'à chaque fois, je me poussais au bout, bah, j'étais donc vraiment dans la zone optimale. Ok. Et... c'est hyper intéressant ce que tu dis. En plus, t'es hyper crédible. Tu sais hyper bien lire les études scientifiques de par ton métier. Bon, j'ai pas la science infuse, hein, je fais aussi des bêtises. Ouais, non, mais bon, t'es doctorant dans le monde du sport aujourd'hui. Oui. Tu fais sur quoi ta thèse ? T'as fait quoi sur... Là, je la fais sur la recommandation d'entraînement en trail running. Donc moi, si tu veux, j'ai fait un parcours très sciences dures, maths, physique, info. Ouais. Pendant mes études d'ingénieur, je me suis spécialisé en machine learning, intelligence artificielle, data science. J'ai fait 2 ans et demi en industrie pour suivre la santé des personnes âgées au domicile et puis les aider, elles et les proches aidants. Et puis après, je me suis dit, ça serait bien quand même de travailler dans le milieu du sport. J'ai cherché ce qui était possible de faire et on a discuté du coup avec Guillaume Millet, qui est mon professeur, et Salomon. Du coup, pour faire une thèse avec Salomon et l'université de Saint-Étienne. Sur l'entraînement des ultra-trailers et des trailers. Exactement, ouais. Là, on fait une étude avec les 50 coachs des athlètes élites internationaux en trail running, qui est vraiment intéressante. Tu vois plein de data, t'apprends à lire tout ça, quoi. Et puis, les coachs, ils vont t'amener aussi tout leur savoir et leurs compétences humaines, qui fait que, eux, certains, ils n'utilisent pas trop les données. Pourtant, ils se débrouillent très bien en fait à accompagner leurs athlètes, donc c'est vraiment enrichissant, quoi. Ouais, ok. Il y a de tout, ouais, exactement. Ouais. Bon, on reparlera un tout petit peu plus de data et de ton métier juste après, mais j'aimerais terminer sur la partie un petit peu physique. Tu disais là, t'es passé à 13 entraînements par semaine à l'époque, tu fais plein de bêtises. Et selon toi, là, tu recommanderais pour progresser le plus vite possible d'aller toujours à l'échec ? Parce que c'est quand même dangereux, non, pour la récupération musculaire et tout. Alors, ça dépend des... Si tu veux, comme moi, j'étais principalement au poids du corps et j'ai jamais utilisé de charge lourde, je pense que j'ai quand même épargné mes articulations et j'avais aussi le bon sens de faire un bon échauffement, ce que les gens, quand ils commencent le sport, ne font pas forcément.
Donc les 13 séances que tu faisais, c'était beaucoup de poids de corps quand même. Alors, je peux te le dire, j'alternais street workout et musculation en salle parce qu'on avait une salle à disposition dans l'école d'ingé à partir de septembre quand j'ai rejoint l'école d'ingénieur. Donc là, j'alternais un entraînement de street workout un jour et l'entraînement de musculation un jour. Donc ça me faisait mes 7 entraînements par semaine. Ok. Ensuite, j'avais 3 entraînements de course à pied. Donc je faisais à l'époque plus de renforcement que d'endurance. J'avais un entraînement de vélo et 2 entraînements de boxe française. Ok. Waouh. Voilà. Faut les tenir, hein. Ça fait combien d'heures? Je saurais pas dire. À l'époque, je m'entraînais en termes de temps. Mes séances étaient quand même beaucoup plus courtes qu'aujourd'hui. Si on prend une moyenne de 1h15, on va dire entre 1h et 1h30. Bon, on va dire que j'étais à 15 heures d'entraînement, peut-être 15 heures en moyenne. Ouais. Et c'est quoi les grosses erreurs que tu as fait? Qu'est-ce que tu ferais différemment si tu devais repartir de 0 à 15 heures d'entraînement par semaine? Alors, je pense que je pourrais pas changer le passé parce que, si tu veux, vu le contexte, je sortais d'une énorme déception. Et donc de ne pas avoir réussi les concours par rapport à tout le travail que j'avais fourni. C'était un peu... ça passe ou ça... T'es pas évalué sur l'année, c'est vraiment un moment ponctuel. Donc, ça peut être très injuste. J'étais très frustré et déçu de ce que j'avais fait. Du coup, j'avais une énergie à revendre monstrueuse en fait. Surtout que tu t'imagines un gars qui a passé, on va dire le lycée, ça commence à 15, de ses 15, puis là on va rajouter 6 ans, à 21 ans, essentiellement son temps à bosser, pas du tout faire la fête, passer son temps sur les cahiers, étudier, faire des exercices, aucune activité physique. Je pense que j'avais un certain capital, quoi. Alors évidemment mon corps n'était pas du tout prêt à assumer cette charge d'entraînement, mais il fallait que je me dépense. Donc je pourrais pas changer ça. Par contre, c'est sûr, je conseillerais à personne de faire ce que j'ai fait et d'être beaucoup plus progressif Okay. dans leurs entraînements. Ok. Non mais moi je le vois, tu sais, juste rajouter, je suis passé de 1 heure d'entraînement par jour à plutôt des entraînements de 1h20, 1h30, tu vois. Tu vois, l'impact sur le physique. Après, moi j'ai 35 ans, je suis passé dans du mauvais côté de la montagne, quoi, tu vois, où c'est bon, j'ai été à mon prime et là je suis en train de redescendre et je me rends compte que la descente en trail, c'est pas du tout facile. mais ok, ouais, je vois bien. Moi, ce qui m'impressionne quand même, c'est que tu as réussi à maintenir les deux, aussi bien la course à pied que vraiment la capacité musculaire et la force, tu vois. Ça serait quoi un peu les grands conseils ou les grands enseignements que tu as pu avoir sur comment avancer très fort sur les deux, tu vois, et rapidement? Alors, c'est sûr que si les gens se lancent dans cet entraînement qu'on appelle entraînement hybride, ou entraînement, enfin, il y a différents concurrent training, il y a plein de termes, il faut accepter que ça ne sera pas une progression optimale pour chacune des disciplines que tu prépares. Donc tu progresseras jamais en course à pied aussi vite que si tu fais que de la course à pied. Tu progresseras jamais aussi vite que en musculation, street workout, si tu faisais que ça. Évidemment, pour la course, il faut intégrer un peu de renforcement. Mais là, on parle du fait de vraiment vouloir progresser dans les deux. Donc, tu fais beaucoup plus de renforcement que nécessaire. Et pour la musculation et le street workout, tu fais aussi beaucoup plus de cardio que nécessaire. Donc, je ne vais pas dire oui, on peut très bien progresser à fond dans les deux super vite. Je pense que mes enseignements, c'est ce que j'ai appris, c'était, et là-dessus, j'ai pas eu de problème, c'est de laisser suivre la consommation, l'apport calorique. Donc, tu vas forcément te dépenser beaucoup plus que si tu fais juste des séances à la salle. Et ça, faut l'accepter. Et même juste tes séances de course, étant donné que tu es plus lourd, plus massif, tu vas aussi dépenser plus. Donc ça, moi, je me suis jamais trop limité par rapport à la nourriture. Après, je mange naturellement très sainement. Ça, c'est aussi un autre avantage que j'ai eu avec l'éducation. C'est ma maman nous faisait beaucoup de légumes. On avait des fruits. On n'avait aucun ou très peu d'aliments transformés. En fait, j'ai juste suivi cette logique. Et ça me permet d'avoir jamais en fait des aliments trop abusifs, sauf le tiramisu. On va en reparler, on veut la recette. Et du coup, l'alimentation était là. L'autre chose, c'est quand tu te lances dans cet entraînement, souvent tu vas aussi apprendre de tes erreurs. C'est-à-dire des fois, tu te mets des séances et c'est difficile. Par exemple, lorsque tu as fait un effort cardio assez long, tu vas avoir assez peu de jus à la salle. Donc l'autre enseignement, c'est bien de développer les deux.
c'est aussi intéressant de prioriser l'un des deux en te disant, par exemple, en fait, j'aimerais améliorer mon niveau en course à pied, augmenter mon volume de course à pied, je vais mettre un objectif même précis, je vais m'inscrire à une course, j'aimerais bien performer à cette course. Et du coup, tu vas faire les séances nécessaires pour la musculation, mais en mode maintien. Donc peut-être au lieu de faire 5 séries, tu en feras 4. Peut-être au lieu de faire 4 séances, tu en feras 3, ce qui va te donner un peu plus de place pour la course à pied et permettre une bonne progression dans ce domaine-là. Et puis avoir une autre période où par contre tu te concentreras plus sur la musculation, le street workout. Donc dans ma conception des choses, je pense que c'est pas mal de fonctionner par bloc, de scinder ton année, voire tes futures années, pour essayer de délimiter plusieurs objectifs et plusieurs axes de progression. Voilà. Ok. J'entendais un coach aéro, je crois que c'est Louza qui disait ça. Il disait en fait que ça te prend 20% de ton énergie de maintenir un niveau. Tu vois, ton niveau en rameur, ton niveau en muscu, en course à pied. Mais ça va te prendre 80% de ton énergie de progresser dans un autre domaine. Et du coup, ce qui était hyper intéressant, c'est qu'il disait, voilà, faut que si tu veux progresser en fait à un endroit, il faut que tu saches que derrière, tu pourras faire que maintenir, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est beaucoup plus facile de maintenir un niveau qu'on le pense. Et du coup, de maintenir plein de niveaux, tu vois, un peu équivalents, plutôt que d'essayer de progresser un peu partout sur avoir 2-3 chantiers en même temps, quoi. Ouais, d'autant plus si tu es athlète confirmé. Quand tu es athlète débutant, tu as quand même pas mal de progrès rapides parce que tu faisais pas grand-chose, ton niveau est assez bas. Et je pense que ça s'applique à pas mal de domaines de la vie, pas que le sport. Tu vois, par exemple, toi, tu as extraterrien, tu as un boulot. Si tout d'un coup, tu avais un gros projet, je suis sûr que tu arriverais assez facilement à continuer à faire tout ce que tu veux. Alors, je dirais peut-être pas à 20%, parce que le 20 et 80, c'est juste un peu pour que ça parle aux gens. Ouais, bien sûr. Mais c'est un peu l'idée. Voilà, tu devrais, par exemple, dépenser 5, 6 ou 4 fois plus d'énergie pour progresser que pour maintenir. Et je pense que ça s'applique à un peu tout, justement. Mais c'est vrai qu'en sport, si tu veux progresser, il faut beaucoup t'investir. Et je dirais qu'en plus, juste non seulement par rapport aux entraînements que tu vas faire, mentalement, c'est plus facile pour toi de te dire je veux me développer dans ce domaine. Tu vas avoir une certaine cohérence qui va faire que tu vas penser à ça, tu auras des idées, tu laisseras beaucoup plus de place dans ton emploi du temps plutôt que courir après plusieurs lèvres. Mentalement, je trouve que c'est une tâche assez difficile. Parce que je dis, ah ouais, je vais faire ça, il faut vraiment que je progresse. Ah mais attends, en fait, j'avais prévu aussi cet entraînement, et puis je dois bosser là-dessus. Enfin, tu t'y perds un peu. Je trouve que pour le cerveau, enfin en tout cas pour la plupart des personnes, c'est plus simple d'avoir un objectif principal plutôt que 2, ou 3 ou 4. Ok. Du coup, toi, si je décrypte un peu tout ça, c'est quand tu t'inscrivais sur un ultra ou une Saint-Élion, t'allais fortement peut-être le préparer 6 mois avant, mais les 6 mois d'avant, t'allais peut-être plus faire de la force et pas avoir de course. Ouais, exactement. Ça ressemble à ça. C'était plus dilué dans les semaines, mais au fur et à mesure, je devenais assez spécifique. Et même quand tu fais une seule épreuve, c'est un peu ce que tu fais. Par exemple, tu prépares, je sais pas, disons, tu prépares Paris-Grand Palais. T'as 6 mois de préparation ou 1 an. Généralement, tu vas commencer par une prépa générale qui va t'aider, mais elle n'aura pas des gains rapides ou significatifs pour Aerox. Mais tu vas quand même faire ça parce que tu sais que pour ton développement d'athlète, c'est toujours intéressant, ça réduira ton risque de blessure pour la décennie à venir et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, tu deviens plus spécifique. Là, c'est pareil quand tu prépares des objectifs différents, comme tu dis. Ok. J'ai envie de parler un petit peu récup parce que tu as un rythme effréné. Un rythme quand même costaud. Tu te souviens de tes plus grosses séances d'entraînement là, quand tu es sur des Aerox, tu es monté jusqu'à quoi en volume de temps? Je pense que le max du max, ça doit être 30 heures, mais je le fais assez rarement. Mais tu as une moyenne à combien? Alors, j'ai pas fait mes stats de 2024, je suis un mauvais élève, c'est en cours, mais ça me prend du temps. Pour 2023, j'ai dépassé les 1000 heures d'entraînement. Donc, si tu fais le calcul, c'est à peu près 20 heures d'entraînement par semaine, donc 3 heures d'entraînement par jour. Ça, c'est la moyenne. Et tu me demandes pour les plus grosses semaines d'entraînement, en fait, c'est simple. Et c'est pas forcément lié à Aerox, c'est quand on fait par exemple l'UTMB en off, on l'a fait 2 fois avec un pote. Enfin, on l'a fait 4 fois, mais le vrai parcours, on l'a fait 2 fois. Donc là, tu pars pour 4 jours. Et tu fais 4 jours déjà à 8 heures. Donc là, tu es à 32 heures.
plus que tu vas faire dans la semaine parce que tu vas pas t'arrêter là. Généralement, tu places ça en fin de semaine. Tu fais des petits entraînements de 2 heures les jours avant. Donc, on va dire 6. 6 plus 32, tu vois, t'es presque à 40 heures, quoi. Ouais. Par contre, c'est vraiment des moments précis dans l'année. Tu fais pas ça tout le temps. Ah, ok. Ah, ouais. Mais costaud, je dois faire là l'UTMB en off. Trop cool. Du coup, récup. Tu dors combien de temps? Alors là, pas beaucoup, et je sens que ça m'impacte. Si tu veux, j'ai une période assez chargée avec la thèse, les entraînements, aussi un petit peu les réseaux, les interactions et tout. J'ai pas besoin de beaucoup de sommeil en général, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois que tu amènes un entraînement, une charge d'entraînement supplémentaire, tu as besoin de dormir plus. Et du coup, par rapport à ma charge d'entraînement, je pense que le sweet spot pour moi, c'est 8 heures. J'aime bien, je peux m'en sortir avec 7 heures. Pas de sieste? Alors, j'ai fait des... En fait, c'est toujours un peu difficile. Généralement, quand je fais la sieste de 1h30, qui me rebooste de ouf, j'ai toujours du mal à m'endormir. Je suis quelqu'un qui a du mal en général à s'endormir. Et si je fais ma sieste de 1h30, j'arrive pas à trouver le sommeil au bon moment. Par contre, la power nap de 20 minutes, elle est pas mal. C'est juste que j'ai pas toujours le luxe de... On va dire que j'en fais... Généralement, je fais des bonnes siestes le week-end. Et dans la semaine, c'est rare que j'arrive à mettre les 20 minutes de sieste. Ouais, faut les caler, quoi. C'est pas évident. Ouais. Moi, des fois, je vais juste m'allonger 5 minutes, tu vois. Où je ferme les yeux, je repose le cerveau. Je me dis que ça remplace pas, tu vois, une vraie sieste et tout. Mais je me dis au moins, pas de son, pas d'image, allongé et tout. C'est important pour moi, quoi. Je suis totalement d'accord, je te rejoins. J'avais un peu cet a priori de il faut que tu t'endormes pour que ça marche. Et en fait, par exemple, j'avais des a priori en me disant mais quand tu rêves, tu dors pas suffisamment profondément, c'est pas bon. Ou même quand tu t'allonges sans t'endormir, ben ça a pas forcément de bénéfice. Et je te rejoins là-dessus, je reviens sur mon avis. Je pense que réellement, ça, même au niveau concentration, énergie, 5 minutes isolé où tu es au calme, ça peut vraiment t'aider, quoi. Ok. Donc sommeil, tu traques un peu ton sommeil? Alors, les cycles de sommeil profond et tout? Ouais, généralement ce que je fais, c'est dès qu'il y a des données, je teste et je vois ce que ça donne. Donc sommeil, j'avais testé plusieurs choses. J'avais regardé ce que donnaient les montres, sachant que... Qu'est-ce que t'en penses, toi, alors, scientifiquement Je vais décevoir certaines personnes. La fréquence cardiaque mesurée au poignet par les montres, pour l'instant, pour moi, n'est pas assez fiable. Même s'il y a un gros branding derrière... moi je le constate parce que je m'entraîne avec beaucoup de personnes, il y a pas mal de points aberrants. Par exemple, tu as FC Max pendant un footing, ou à l'inverse, tu es en train de bien te donner, tu es un entraînement au seuil, puis il te dit que tu es à 100 BPM. Il y a des erreurs comme ça. Arrive souvent, ouais. Ça arrive maintenant, et c'est un peu le vice, c'est quand même corrigé parce qu'ils arrivent à dicter en disant oula, là il y a quand même une bonne cadence de course, il y a peu de probabilité qu'il soit. Donc maintenant ils font des corrections, mais c'est des approximations. Donc pour l'instant, et évidemment, c'est voué à changer. Je pense que au fur et à mesure des avancées technologiques, on va vraiment réussir à avoir une bonne mesure. Au poignet, pour l'instant, c'est pas le cas. J'avais fait la comparaison avec l'électrode. L'électrode cardiaque, donc que moi je la mets au torse. Elle, avec le capteur, elle est vraiment précise. Tu la mets en dormant du coup? Alors, donc j'avais testé. C'est pas ouf en termes de confort, parce que du coup, tu as ton petit capteur, tu peux pas dormir dans toutes les positions. J'avais testé pour plusieurs choses, et notamment la HRV. Donc la variabilité de la fréquence cardiaque en dormant, et puis j'avais fait aussi le protocole assez classique où tu te réveilles, tu la mesures 5 minutes allongée et 5 minutes debout. Et toi, ce qui t'intéresse, c'est pas la valeur en absolu, c'est plutôt les variations. Ouais, exactement. Ouais. Et pour les crossfitters ou les aéroxeurs qui sont pas hyper experts, faut savoir que la HRV, c'est un peu la donnée ultime que beaucoup quand même regardent, mais qui n'est pas parfaite non plus. Des fois, tu as une mauvaise HRV et tu perfs, et puis des fois, tu as une très bonne HRV et tu contre-performances. Plus elle est haute, plus normalement, tu es en forme. Et ça veut dire que voilà, le cœur, grosso modo, comment on pourrait vraiment le vulgariser au plus simple, c'est si ta variabilité de fréquence cardiaque est très élevée, ça veut dire que tu as le cœur qui réagit très vite, quoi. Dès un entraînement, et il peut très vite passer d'une phase à une autre, et c'est ça qui montre qu'il est plus en forme. On peut le vulgariser comme ça. Exactement. Donc en fait, ton cœur il bat un certain rythme, et par exemple, disons qu'il bat 60 battements par minute, il bat pas exactement toutes les secondes. C'est-à-dire que des fois, il va laisser 800 millisecondes d'un battement à l'autre. Puis après, il va laisser 1200 millisecondes.
Et cette variabilité, comme tu dis, souvent, en fait, c'est un peu associé, entre guillemets, hein, à la vie, le fait d'être en forme. Et par contre, la fatigue, le vieillissement, fait que ton cœur devient plus un métronome, donc il devient très régulier et il y a moins de variabilité d'un battement à l'autre. La période est la même. Mais comme tu dis, en fait, ça vient aider, ça aide à voir quand tu es en forme et en méforme. C'est plutôt fiable, moi je trouve. Maintenant, ça ne va pas te dire si tu vas bien performer. Tu peux avoir une variabilité, voir que tu es bien fatigué, que tu as une variabilité de fréquence cardiaque qui est bien basse par rapport à d'habitude pour tes valeurs, mais en fait, tu vas réussir quand même à te donner. Tu seras plus fatigué en franchissant la ligne d'arrivée, mais tu auras peut-être fait ton PR. Donc, moi, ce que j'en retiens, c'est toutes ces données, elles nous aident. La meilleure donnée, toutes données confondues, si tu la travailles bien, c'est ton ressenti. Et ça, on le voit en travaillant avec les athlètes élites. Ils ont réussi à aiguiser cette perception un peu de leur forme. Et c'est vraiment le meilleur indicateur. Maintenant, les données, je trouve, elles viennent un peu corroborer ça en t'amenant des explications supplémentaires. Un truc tout bête, hein, par exemple, une des collègues de Louloute, ma chérie, elle avait cette impression que quand les soirées un petit peu arrosées, elle s'endormait comme un bloc, qu'elle dormait très très bien. Et puis elle lui montre que bah non, en fait, elle est agitée durant la nuit. Pendant ces moments-là, elle a un sommeil de mauvaise qualité dans le sens où elle est souvent réveillée, elle fait des micro-réveils. Enfin, la nuit n'est pas du tout continue. Et bah ça vient contribuer au fait que, ben oui, en fait, quand elle se lève après avoir le lendemain d'une soirée arrosée, bah elle est quand même fatiguée. Et la montre lui dit, ben oui, en fait, t'as pas mal bougé. Donc je trouve que les données, elles viennent toujours éclairer un petit peu plus que nous, on peut ressentir. Et ça aide dans ce sens. Mais il faut toujours avoir ce point de vue détaché. Les données, c'est un complément, c'est pas une vérité. En plus, des fois, il y a des erreurs de mesure. C'est quelque chose qui vient nous aider dans la compréhension. Le meilleur outil, c'est vous, comment vous vous sentez, quoi. Ouais, je suis de plus en plus d'accord, tu vois. Et pourtant, je suis un grand fan de données. Je mets tout dans des fichiers Excel et tout. Et tu vois, la première donnée que moi, je mets dans... Tu sais, j'ai un fichier Excel où tous les jours, j'ai 30 lignes et que je coche ou pas, tu vois. Est-ce que j'ai eu une conversation inspirante? Est-ce que j'ai fait du sport? Est-ce que combien de temps j'ai dormi? Est-ce que j'ai bu un café? Enfin bref, plein de trucs. Est-ce que j'ai fait l'amour aussi? Enfin bref, je note vraiment plein de trucs. Et je note aussi 3 trucs. C'est mon niveau de stress, tu vois, mon niveau de fierté et ensuite mon niveau d'énergie, tu vois. Et en fait, c'est ça le plus important, je trouve. Ouais. C'est de toi, comment est-ce que tu te ressens, comment est-ce que tu te sens. Et je trouve que ça vient surpasser toutes les autres données que je peux lire ou que je peux voir, tu vois, sur ma montre ou autre, tu vois. Est-ce que je me sens bien? Ouais. Et c'est ça que j'essaye de mesurer, tu vois. Et je pense ce qui est intéressant dans ce que tu dis, donc là tu parles à la fois du fait de ton ressenti est le plus important, mais tu prends aussi la peine de le noter et du coup de créer ces données. Je trouve que ce qui est bien, c'est que ça te permet de faire des check-up, en fait, les données. Que ça soit la montre qui te le donne en t'envoyant une notification ou toi qui prends le temps de le marquer. En fait, tu fais cet assessment, tu fais ce bilan et ça te permet un peu de faire des réglages en disant « Ah ouais, en fait, hier, j'ai un peu trop de données, je suis explosé aujourd'hui. » Ou en termes de charge de travail, je sens que je suis très stressé. Je vais peut-être essayer de faire un régime un peu plus viable, de réduire mes heures, mais de tenir, quoi. Donc, ouais, bien sûr. Non, et puis les données, c'est des inputs, tu vois, pour moi. Oui. Tu vas te dire, ok, combien de calories t'as brûlé, combien de machin et tout, mais la résultante au final, c'est comment tu te sens et comment tu le vis, tu vois. Et c'est ça pour moi la vraie input, la vraie output, tu vois, la vraie sortie. Exactement. Donc, je suis de plus en plus d'accord avec toi et merci de le dire. Je suis très d'accord. Est-ce que du coup sur la récup, on a parlé pas mal on parle de sommeil, HRV, calories. T'es connu pour manger beaucoup. Tu m'as dit que tu montais jusqu'à 10 000 cales par jour. Tu pouvais redescendre aussi quand t'étais en phase de déload. Ouais. C'est quoi? C'est ton appétit qui est grand ou c'est que tu prends énormément de snacks et de calories tout au long de la journée, tu vois, avec justement là on a fait
2-3 boissons isotoniques longue distance avec les cadeaux que nous ont fait NutriPure. Je t'ai vu prendre des électrolytes, les barres aussi. Donc tu t'alimentes énormément pendant l'entraînement. Ça, je pense que c'est un truc que les amateurs font mal, tu vois. Beaucoup se disent, ok, je m'alimenterai le jour de la course, mais en fait, non. Plus tu prends du glucose pendant ta course, le mieux tu te sens le lendemain, je trouve. Il y a quand même, je trouve, un ratio assez cohérent, tu vois, que moi j'ai observé sur moi, tu vois. Comment tu fais pour absorber 10 000 calories par jour? Alors, c'est venu progressivement. Bon, 10 000, c'est vraiment... Enfin, quand je dépasse les 10 000, c'est à des périodes très précises où je fais des grosses semaines d'entraînement. Tu vois, là, par exemple, je te parlais de semaines à 38 heures. Bah, il y a des moments dans l'année où, voilà, on va s'entraîner plus, on va faire des grosses dépenses. Il faut combler un peu cette dépense énergétique. En moyenne, je suis à 7500 et de nouveau, c'est une moyenne, donc c'est à prendre avec des pincettes. Il y a des moments quand je suis en deload ou que je m'entraîne assez peu en récupération, je vais peut-être descendre à 5000 et puis des fois, je vais remonter assez haut. D'ailleurs, pour ceux qui doutent, Alan Kao, qui est mon pote et mon partenaire d'entraînement et mon frère, là, il pourra vous confirmer que j'ai mangé beaucoup à Melbourne parce qu'on est partis tous les deux. Il n'en revenait pas et puis je pense qu'il a aussi pris du poids. Parce que lui, il galère à prendre du poids. Il sait qu'il veut prendre du poids et tout, mais que c'est pas si facile. Du coup, moi, je pense que je serais dans la même catégorie que lui. C'est-à-dire que comme j'ai un métabolisme déjà très élevé, petit, je mangeais beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est par rapport à mes camarades de classe à la cantine. Quand c'était possible, je mangeais 2 à 3 fois plus. Mon papy disait qu'il valait mieux m'avoir en photo qu'en pension. Et puis, en plus de ça, je fais je fais un gros volume d'entraînement qui, la plupart des gens ne font pas, qui a en fait complètement enflammé, si tu veux, ma dépense énergétique, qui fait qu'aujourd'hui, je suis à des valeurs un peu aberrantes, quoi. Je suis un outlier. Assez peu de personnes font ça, sauf des athlètes de très très haut niveau dont j'ai pas du tout le palmarès. Mais tu te forces pas? Non, là, ça c'est la particularité, c'est que je ne monitore pas. Si tu veux, comme je suis quelqu'un qui monitore beaucoup l'entraînement, je pense que c'est la phase principale. C'est si vous voulez progresser, d'abord entraînez-vous et ensuite veillez à ce que votre récupération soit là, votre sommeil, votre alimentation et tout ça, mais ne pas commencer par. Et du coup, mon focus au niveau de la donnée, elle est surtout sur l'entraînement et l'alimentation, et le sommeil, c'est un peu les domaines où je suis beaucoup plus souple et je fais en fonction de ce que je ressens comme besoin, quoi. Ok. Ouais, tu fais ressenti et ça se passe bien. Et t'as pas de troubles digestifs? Trop. J'ai pas de troubles digestifs. Pour revenir à ce que tu disais, du coup, la majeure partie de mes apports, ça va être mes gros repas, entre 3 et 4 par jour, ce qui est vraiment pas beaucoup par rapport à ce que je consomme. Généralement, les gens sont à beaucoup plus. Il faudrait que j'essaye d'en faire plus. Il y a un temps, j'avais testé, ça m'avait pas trop convaincu. Surtout par rapport à mes journées, la structure de mes journées. Quand tu fais 2 entraînements, t'as pas forcément envie de manger juste avant. Mais quand tu fais 5 ou 6 repas, il y a de bonnes chances qu'un de tes repas il tombe juste avant l'entraînement. C'est le problème. Ouais. C'est le problème. Donc, il y a que les bodybuilders qui peuvent faire ça en fait finalement parce que ils ont un entraînement qui est pas intense, tu vois, avec des fréquences cardiaques très faibles, mine de rien. Et quand tu regardes les athlètes. C'est difficile. Alors, il y en a quand même qui font des petits encarts, mais c'est léger, tu vois. C'est juste une banane, une banane, quelques noix, 1 heure avant, tu vois. C'est hyper digeste, ça se digère bien, mais se faire un vrai apport, c'est quand même compliqué, quoi. Ouais. Et du coup, comme tu dis, je continue de m'alimenter pendant les séances et ça m'aide beaucoup, ce que je faisais pas du tout quand j'ai commencé le sport. Maintenant, ça va être une faible partie des calories que j'ingère. Mais par rapport au problème digestif, par contre, et c'est ce que j'ai constaté, si je mange avant les séances, ça peut devenir très compliqué. Je me souviens avoir fait une séance de fractionné juste après des aubergines farcies. Et je mange beaucoup. Précis. Quand j'allais au boulot, mon tube, il faisait entre 2,5 kg et 3 kg. Sans compter les carottes, les trucs que je mangeais à côté. Donc, tu imagines une grosse masse. Forcément, beaucoup de sang est dans l'estomac. C'est difficile de réaliser l'intensité. J'avais l'impression que mon sang, c'était du pétrole. C'était quelque chose de très visqueux, quoique le cœur avait du mal à pomper. Donc, j'ai pas du tout réitéré. Et je suis content d'avoir mes 3 ou 4 repas qui me laissent un peu facilement mettre les séances où je veux. Alors qu'avec 5 ou 6, ça deviendrait un petit peu plus compliqué. Ouais. Et t'es pas fatigué après quand même? T'as pas jamais de coup de mou de digestion? Alors, j'ai vu tes petits déj là sur Insta. Moi je me dis, mais si je mange ça le matin, mais
mais ma matinée, elle est foutue, quoi. Après, je suis un gros mangeur. Ouais, ouais. Je suis quand même un très gros mangeur. Je te disais que je faisais des gros dîners. Je dîne tôt, tu vois, à 19h. Je dîne vraiment fort et je me couche à 22. Donc, tu vois, j'ai mes 3 heures un peu de digestion. Mais tu vois, je cherche des stratégies de comment je pourrais mieux optimiser ça. Donc, je suis curieux d'avoir tes retours. C'est sûr que j'ai le coup de mou de la digestion, mais c'est juste qu'il est pas différent des autres personnes. Dans le sens où je suis monté Il est... progressivement en termes de consommation calorique. Mon organisme s'est habitué à devoir absorber ça et bien l'assimiler. Donc en fait, j'ai toujours eu ce petit coup de mou comme tout le monde, mais je ne l'ai pas 3 fois plus parce que je mange 3 ou 4 fois plus. Ok. Un jour, je t'emmènerai faire une semaine de jeûne. Je ne vais pas survivre. Mais non, mais ça fait du bien, hein, franchement. Oui, Reposer ça je veux bien te croire. ça fait du bien, tu vois. J'hésite à me faire ça cet été, tu vois. À me faire, allez, c'est bien de passer 5 jours, tu vois, histoire de vraiment rentrer en cétose, tu vois, complet. Ouais. On va le faire en même temps que le tour du Mont Blanc. Là, non, je ne te suis pas, clairement pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? Tu l'as dit, t'es un gros fada de l'entraînement et de la planification. Et j'aimerais comprendre un peu comment est-ce que tu as planifié ton année 2025. Quels sont un peu, toi, tes grands principes de planification? Et d'avoir un peu, tu vois, aujourd'hui, à quoi elles ressemblent tes semaines dans un cadre idéal, tu vois, sans blessure, sans pépin, sans youtubeur relou qui te demande de faire une grosse vidéo chez toi. Eh ben, alors les grands principes, je pars de l'échelle macroscopique, ça va être avoir une prépa spécifique pour ton objectif. Généralement, j'imagine que tu parles pour préparer une course typiquement. Ouais, plutôt Aerox, ouais. Et avoir donc différentes phases où on part du moins spécifique au plus spécifique pour l'épreuve. Tout va contribuer à bien performer et prévenir aussi les blessures. C'est une question de santé dans l'entraînement. Mais en fait, on va vraiment s'affûter et faire des choses qui ressemblent de plus en plus à la course, à l'approche de la course. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est, je pense que c'est bien de travailler différentes qualités et de pas toujours s'acharner sur la même. Donc d'avoir différents Par exemple, blocs de travail. concrètement, tu vois. Pour nous, donc imaginons juste la course à pied. Tu pourrais avoir des blocs où tu vas travailler ta VMA, ta VO2 max, des blocs où tu vas travailler ton seuil, des blocs où tu vas travailler ton endurance active. Tu pourras aussi, quand tu approches un peu plus de l'épreuve, avoir des blocs où tu travailles le compromise, le run sous contrainte, et ainsi de suite. Et pareil. Combien de temps les blocs? Ça dépend du temps que tu as avant l'épreuve. Ça dépend. Donc moi, souvent, je fais un rétro-planning. Je pars de l'épreuve, je mets une semaine de deload après, une semaine d'affûtage avant l'épreuve, ou 2, si c'est un ultra, on va prendre un peu plus de temps. Et puis ensuite, je construis comme ça, depuis la course jusqu'à aujourd'hui, mes blocs. Les mini-blocs, ça va être ceux de 4 semaines où généralement je fais 3 semaines de charge, une semaine de décharge. Quand je dis charge, ça veut dire qu'on va augmenter la charge d'entraînement et ensuite une semaine de décharge où on maintient l'intensité mais on réduit le volume pour bien assimiler, bien absorber le travail qu'on a fait tout en se régénérant. Donc ça, c'est les mini-blocs. Et tu peux avoir ces mini-blocs qui forment un méga-bloc qui, lui, va être le travail d'une qualité. Par exemple, tu vas avoir 2 blocs qui vont être réservés au seuil, donc ça représentera 8 semaines, et ainsi de suite. Les qualités que tu vas assigner à ces blocs dépendent de à la fois les demandes de la course, et puis toi, tes points forts et tes points faibles, qu'est-ce que tu dois travailler en priorité. Typiquement, on prend un crossfitter qui veut commencer l'Aerox, mais qui n'a jamais fait trop de course à pied. Il va y avoir une belle emphase dessus, et un maintien plus de ses qualités de force, de WOD, et ainsi de suite. Et toi, du coup, c'est quoi tes focus là cette année? Tes blocs? Alors, moi, je pars du principe que j'ai vraiment tout à améliorer. Je suis pas... Quand on regarde par exemple sur les stations, j'ai des petites stations qui sont un peu meilleures que les autres. Je suis généralement un petit peu meilleur sur les stations que sur la course à pied. Ça reste pas énorme et je sais que j'ai vraiment de la marge sur tout. Surtout que le sport est jeune. On vient de commencer, entre guillemets, ça fait 1 an qu'on s'entraîne à l'Aerox. Donc j'ai une bonne partie de ma saison qui était sur améliorer mon niveau de course à pied. J'ai une bonne partie sur les stations. Et puis,
à venir, je pense une des choses que je devrais travailler et que j'ai pas encore trop dans mon entraînement, c'est tout ce qui va être entraînement type CrossFit, EMOM, des WOD, des entraînements des fois un peu plus punchy mais plus courts de, je dirais 30 minutes où tu vas alterner différents exercices, pas forcément les stations, ça peut être plus général, travailler aussi ton corps, ta ceinture abdominale et ainsi de suite. Ça serait ce genre d'axe de développement que j'imagine. Ouais. Ok. Et sur un bloc de course à pied, tu le ferais comment? Tiens, là, je prends une petite masterclass, tu vois, mais tu vois, moi, je m'étais dit, tu vois, ce que j'avais envie de travailler, tu vois, probablement, j'aimerais bien faire un bloc de 3 mois. Premier mois, vraiment VMA, avec des 400, des 600, monter un petit peu, tu vois, en distance. Une semaine de déload. Le mois d'après, peut-être faire plus du seuil pour essayer de le valider un peu, tu vois. Et dernier mois, vraiment travailler l'allure Aerox, tu vois, même si c'est plus lent, même si c'est plus des séances moins difficiles, alors avec du compromise run, mais aussi juste le fait de courir à son allure Aerox pour la retenir, en fait. La retenir, qu'elle soit naturelle, et d'apprendre à récupérer presque, tu vois, sur cette allure. Que ce soit pas une allure de contrainte ou d'effort, tu vois. Donc, je voulais me faire ça cet été. Ouais. Dans l'idée, effectivement, c'était peut-être mettre à la fin du bloc de seuil, pourquoi pas un petit 10K, tu vois, un petit 10K. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça te semble à peu près cohérent? Comment tu le ferais différemment? Alors je dirais que 3 mois, évidemment, quand tu proposes un programme, c'est souvent de cet ordre de grandeur. 3 mois, ça reste court par rapport à une préparation, parce que tu vois, par rapport à ce qu'on disait au bloc, 3 mois, c'est 3 blocs de 4 semaines, en gros. Ouais. Il y a un petit peu plus, mais voilà. Donc ça te laisse pas énormément de marge de manœuvre. Toi, tu préfères avoir plus de blocs pour une qualité? Ouais, généralement. Après, les gens n'ont pas forcément ce luxe-là, donc je verrais bien un plan comme ça en 3 mois. J'aime bien les qualités que tu travailles. Je changerais peut-être un petit peu les proportions, dans le sens où ta VMA aura assez peu d'incidence sur ta performance Aerox, là où le seuil et ton run sous contrainte vont beaucoup t'aider. Donc là, on aurait 2 options. Je ferais un petit bloc de VMA de 2 semaines, je commencerai par ça. Et du coup, les 2 semaines restantes qui étaient sur ton bloc de 4 semaines, on en redistribue une dans le seuil et une dans le run sous contrainte. Ou alors, je ferais à la place du bloc VMA, je ferais un bloc 10K. Et tu pourrais mettre un 10K à la fin. C'est assez court, hein. Ça serait juste 4 semaines de préparation. Mais là, tu te rapproches un petit peu plus de, tu vois, tu vas faire par exemple des 8 fois 1 km avec, on va dire quoi, 1 minute 30 de récup, par rapport à un 10 fois 400, 1 minute de récup. C'est sûr que ça, c'est très bien pour augmenter ta forme. Tu te sens bien après ces entraînements, mais ça aura moins d'incidence sur... Ouais. Bah, j'ai fait ça. Effectivement, tu vois, beaucoup d'aéroxeurs jurent beaucoup par le seuil. Et effectivement, c'est très cohérent que c'est, tu vois, ce type d'effort qu'il faut faire. C'est que je manque de vitesse, tu vois, et de technique aussi de course à pied. Donc toi, tu as identifié que c'était vraiment quelque chose à travailler. Ouais, en fait, tu sais, je trouve quand tu es au seuil, tu as un peu cette barrière mentale, je trouve, de... Ce qui est... Enfin, en faisant des séances de plus courtes, tu vois, des 400, des 400, des 600, ou même encore plus court, des 200, ça te permet vraiment de bosser ta vitesse et de te dire, ok, je peux encore courir vraiment loin, tu vois. Et je trouve que quand tu fais trop de seuil, tu t'empâtes un peu, tu vois. Ouais. Tu arrives, tu vois, sur des blocs de 5 minutes, 6, 7, 8, 10, ou même du seuil continu encore plus long. Et tu perds un peu ce gain en vitesse qui me semble un peu nécessaire quand même, tu vois. Mais dans ce que tu dis, j'entends aussi un gain mental, j'imagine, d'aller chercher des intensités un peu dures, parce que tu vas te retrouver, même si ça ne sera pas du tout les allures en compétition, tu te retrouveras un peu à ce côté très résistant de « Waouh, j'ai les jambes complètement vidées d'énergie, j'ai l'impression de courir dans du sable ». Et le fait d'avoir des séances un peu fractionnées, ça dynamise tout ça et ça t'oblige à aller un peu fort, quoi. Ouais, exactement. Il y a un peu de ça. Exactement. C'est ce que je viens chercher. Donc ouais, il y a la partie un peu mentale aussi. Du coup, cette année-là, donc tu as dit que tu avais tout à progresser. Tu bosses quoi en ce moment, concrètement? En termes d'entraînement? Ouais. Donc là, je suis sorti d'une période de grippe. Donc ça a mis un stop à mes entraînements. La façon dont je vais reprendre, ça va être des entraînements où je mêle à la fois seuil et VO de max,
parce que la prochaine échéance, qui est dans 1 mois et demi, c'est Paris Grand Palais, où on va essayer de chercher notre qualification à l'Elite 15 double avec Alan. C'est un double main pro, où là, le format est assez différent du solo. Il faut que les courses sont plus agressives. Tu es moins impacté par les stations. Tu peux récupérer quand ton partenaire fait la station. Donc c'est plus intéressant de faire de la VO2 max. Oui. Donc là, en fait, le commentaire que je viens de te dire par rapport à ton plan d'entraînement, il s'appliquait plus aux courses solo. Mais pour les doubles, qui est un format un peu plus punchy, un peu plus dynamique, moins dur, moins résistant que le solo où là tu vas galérer, tu vas te prendre un peu des murs avec les stations, il va falloir naviguer à travers ça. Le double, ça avance droit, c'est dur, tu peux avoir une défaillance, mais ton partenaire, il peut te soutenir, ou inversement, toi tu peux prendre le relais à ton partenaire quand il va pas bien. Ça demande plus de vitesse, et du coup, tout ce qui est VMA, VO2 max, pour moi, ça fait plus de sens pour un double. Et d'ailleurs, on le voit bien, c'est un format qui favorise aussi des coureurs qui sont rapides. Bien sûr. En open, c'est des coureurs, hein, les mecs qui gagnent en double. Hein. Ouais. C'est ça. Et même des triathlètes. En pro, il y aura de bonnes chances que ça soit aussi des coureurs ou des triathlètes. Ouais. Ouais. Tu penses que si si on prend n'importe quel sport, tu vois, et on leur donne 1 an pour se spécialiser dans Aerox. Tu prends des rugbyman, des footballeurs, des tennisman, des triathlètes, des biathlètes, des demi-fondeurs, enfin bref, tout. Tu penses que ça serait quel serait un peu le top 3 des disciplines qui redécolleraient bien? Bon, je connais pas très bien tous les sports, mais triathlète, je les vois très bien, pour la simple et bonne raison qu'ils ont déjà du run sous contrainte. Ouais. Surtout sur donc un format qui serait d'1 heure, un peu comme le Aerox Pro. Là, ils doivent bien relancer sur la course après le vélo, plus la natation. Je pense qu'ils seraient Ils ont déjà un peu de caisse en haut aussi, hein, tu vois. Ils ont des muscles en haut. Quoi. En plus. Et la natation aide à ça. Donc je les verrais bien. Les coureurs, ils pourraient les coureurs et trailers, je pense qu'ils performeraient très bien. Les trailers, ils ont aussi ce côté run sous contrainte quand tu dois relancer après une côte ou après une descente qui t'a un peu vraiment fatigué les jambes, tu as eu des grosses contraintes excentriques. Il y a ce côté run sous contrainte. Donc eux, je les vois aussi très bien performer. Les coureurs route pure, je pense qu'ils pourraient très bien performer, mais ils auraient peut-être besoin d'un petit peu plus d'1 an parce qu'il faut qu'ils deviennent bons sur les stations. Et ça, c'est quelque chose qui ne touche pas du tout. Tu vois, un trailer, il aura des jambes quand même assez solides. Donc le sled pull, il y a des chances qu'il arrive à bien pousser avec les jambes. Pour les wall balls, les squats, il sera peut-être les fentes, exactement. Le coureur sur route, s'il fait pas forcément de renforcement à côté, parce qu'il y a des coureurs sur route qui sont quand même très costauds du bas du corps, mais s'il ne s'applique pas là-dessus, ça va lui prendre un petit peu plus de temps. Mais ces deux disciplines, je verrais bien, triathlète, coureur de trail. Et puis, il en faut une troisième ou pas? Moi, je peux te les dire. Moi, je vois bien aussi le ski de fond. Ok, ouais. Parce que tu as une grosse caisse quand même. C'est vrai. Tu as une grosse VO2 max. C'est polyarticulaire, tu as tout. Ils font pas mal de ski erg, mine de rien. Ils travaillent leur puissance comme ça. Donc je me dis qu'il ne serait pas ridicule du tout, tu vois. Et après, je pense qu'il y a quelques... tu vois, il y a des sports un peu perchés, genre le rugby à 7. Je pense où ils ont quand même des sacrés cuisseaux, des sacrés muscles, mais en même temps... le rugby à 7, je sais pas si tu as regardé un peu non, jamais. Cet été pendant les jeux, t'as pas regardé un peu? Non. Ah, t'as manqué un truc. Les mecs, ils s'envoient, tu sais, c'est des mi-temps de 10 minutes, mais ils traversent le terrain, mais à tout bout de champ. Donc, ils ont des caisses et des vitesses de ouf. Wow. Parce que voilà, il y a des énormes espaces. Donc, il n'y a pas un seul joueur qui est pas capable de te faire un 100 mètres Enfin, ils font quasiment tous le 100 mètres en moins de 12 secondes, tu vois. Ok, peut-être pas tous, tu vois, mais il y en a qui sont vraiment sérieux et ils ont des grosses VMA parce que c'est hyper intense. Et la durée du match, au total, ça fait... C'est 20 minutes, du coup, t'as 2 mi-temps de 10 minutes, mais les tournois sont sur une journée ou un week-end. Donc tu peux jouer 4 à 5 matchs en une journée, tu vois. Ah ouais. Donc, c'est des bonnes petites machines quand même. Ouais, ils ont de la caisse. Parce que j'allais dire 20 minutes, c'est peut-être trop intense pour bien performer en Aerox, mais comme tu dis, s'ils répètent l'effort, il y a de bonnes chances qu'ils soient suffisamment résilients. Ouais.
Je pense que les footballeurs aussi seraient pas dégueux, tu vois, mine de rien, faut être honnête. D'ailleurs, un footballeur, il y en a qui performent très bien en Aerox déjà. Ouais. T'as Michael, je sais plus exactement son nom de famille, mais celui qui a fini troisième des mondiaux, si je dis pas de bêtises, à Nice, ou deuxième. Celui qui a Ok. fini deuxième, il est footballeur, ex-footballeur professionnel. Et il y en a quelques autres qui sont dans l'Elite 15. Enfin, ouais. Ouais, qui ont une très bonne VO2, un très bon foncier et qui courent très vite, ça m'étonnerait pas. Et puis après, je sais pas, bah écoute, ouais, là, comme je te dis, je teste les entraînements avec Gauthier Claus et je sais que il est très très sérieux sur marathon, kayakiste. Et en fait, ouais, ils ont. Bah, eux, ils étaient, tu vois, il s'est entraîné à plein temps, donc il a énormément travaillé sa VO2. En haut, il est très solide. Il a un rapport poids-puissance qui est excellent parce que dans le bateau, ça joue et ouais, il court bien. Donc, sport un peu surprenant. Tu pourrais te dire, il n'y a pas les jambes, il n'y a pas de Chenpo, mais ça déroule quand même pas mal, quoi. Bah, en tout cas, on se réjouit de voir ces athlètes des autres disciplines s'attaquer à Aerox, quoi. Ouais. Moi, j'ai vraiment hâte de voir aussi tu vois, Aerox dans 3-4 ans avec des athlètes qui vont être beaucoup plus. Tu vois, pour l'instant, c'est beaucoup de gens qui se reconvertissent, tu vois, Exactement, ouais. ou un peu comme toi, moi, en toute comparaison gardée, mais tu vois, on faisait de la course à pied, on faisait de la muscu à côté, et puis là, on se dit, ok, c'est l'occasion. Ou même un Alan, tu vois. Mais de voir des athlètes qui vont être shapés, tu vois, directement. Des mecs qui auront commencé entre 15 et 18 et qui vont faire 3, 4 ans, 5 ans d'Aerox pur. J'ai hâte de voir vraiment les types de résultats que ça va faire. Ouais, donc comme tu dis, pour l'instant, les meilleurs spots sont pris par des anciens champions du monde d'autres disciplines, en natation, des personnes qui viennent du crossfit, du football. Donc c'est sûr qu'on n'a pas encore des athlètes engendrés par la discipline elle-même pendant plusieurs années, quoi. Ok. Bon, il nous reste 3 petites minutes. Ouais. Et avant qu'on remballe, franchement, j'aurais bien continué 1h30. J'aurais bien fait 3 heures d'interview, tu vois. Vu que tu m'as infligé 3 heures d'entraînement. Mais il va falloir que tu reviennes parce que de toute façon, on n'a pas fini l'entraînement non plus. Donc voilà, écoute, le rendez-vous, il est pris. On a quand même bien balayé plein de trucs. Moi, je voulais aborder rapidement un petit sujet avec toi. Je regardais un peu les commentaires de tes vidéos. Et j'ai vu beaucoup de sympathie, beaucoup de respect, beaucoup de gens hyper sympas. Mais il y a aussi quelques détraqueurs, on pourrait dire, qui te soupçonnent de dopage, tu vois. Qui disent mais c'est pas possible d'avoir un physique comme ça, de courir aussi vite, d'avoir une condition aussi excellente. Ça touche l'ego à un moment, tu vois, qu'on t'accuse de ça. Alors, ça touche plusieurs choses. Je suis un peu ambivalent par rapport à ça parce qu'à la fois, je suis triste parce que je me dis, en fait, ils n'ont rien compris à ma philosophie de travail. Genre, c'est vraiment l'inverse. Depuis le début, moi, je prends les choses dans lesquelles je suis en difficulté et je les travaille. Puis là, ils me disent que je fais l'inverse, c'est-à-dire que je triche et je prends des choses qui me facilitent la tâche. Donc, c'est vraiment à l'opposé. Il y a une confrontation. Je me dis, en fait, ils ont. Un choc de deux mondes. Souvent, il y a eu quelques commentaires comme ça qui n'ont pas été faits sur mon contenu. Ça a été fait notamment surtout sur le contenu d'un mec qui avait fait un réel sur moi, très sympa, hein, mais qui était un réel un peu punchy, qui présentait... En 30 secondes, il n'avait pas le temps de me présenter, donc il présentait juste les résultats. Ouais. Et du coup, les gens, sans connaître la personnalité, le travail que j'ai fait derrière, les années d'entraînement, etc., voilà, ils sont un peu... il y a eu 2-3 personnes qui se sont un petit peu excitées. Donc je suis à la fois triste, et en même temps, les premiers commentaires comme ça, je me suis senti très flatté, parce que je me disais, oh waouh, moi, mon but, c'était de casser des croyances limitantes, et notamment montrer que tu pouvais en fait performer à ma propre échelle. Donc voilà, ça reste en toute proportion gardée, mais performer bien en endurance et en musculation. Et le but, c'est de casser la croyance limitante, et que les gens réalisent que oui, c'est possible. Et en fait, là, ça a eu l'effet encore au-dessus. C'est-à-dire que je suis arrivé à un niveau où je casse plus des croyances limitantes, mais il y a en plus des gars qui pensent que c'est pas possible, tu vois. Donc tu le fais et en plus ils disent ah mais non, c'est impossible, il l'a pas fait par le chemin qu'il a pris, quoi. Ouais. Donc là-dessus, j'ai été aussi content de me dire bon c'est sûrement que je suis arrivé à un bon niveau. Maintenant les commentaires dans le genre,
moi, j'ai un peu de peine souvent pour les personnes qui font ça parce que je pense que s'il n'y avait pas le dopage, c'est des personnes qui se rattraperaient en disant ah, mais lui, il a une bonne génétique. Et bah, quand tu vois mon background en endurance, c'est pas du tout le cas. Ou ah, mais lui, il a de la chance. Ou peut-être il travaille pas. Ou il a eu un foyer aimant. Enfin, ce qui est vrai, hein, moi, j'ai eu une famille qui a été très présente quand j'étais jeune. J'ai eu un toit, j'ai eu de quoi manger. Donc oui, j'ai eu un contexte favorable. Mais je pense qu'il y a... Enfin, ça me fait la peine parce que je vois des personnes qui essayent de se déresponsabiliser, de trouver des excuses. Et si ces personnes pensent ça, je pense que ça serait bien aussi qu'elles réfléchissent et qu'elles se disent, bah, il y a des personnes qui sont peut-être plus favorisées d'elles qui réussissent, mais aussi des personnes qui sont 100 fois plus défavorisées qu'elles, qui n'ont pas du tout les clés pour réussir, qui ont été vraiment, enfin, qui ont eu des événements très difficiles et qui font aussi beaucoup mieux qu'elles. Donc je pense que voilà, moi c'est un peu, je vais généralement contre les excuses. Mon attitude, c'est jamais d'essayer de me trouver des excuses et de me dire bah non, en fait il fallait que je fasse mieux. Si lui réussit, tant mieux pour lui. Ces commentaires, ils arrivent souvent. Enfin, je crois que tu as eu Greg MMA qui disait la même chose. Lui, il a 45 ans, il fait des sports de combat, voilà. Maintenant, j'ai l'impression que c'est le tout le monde reçoit ce genre de commentaires quand tu deviens athlète et que tu t'entraînes pas mal de temps. J'ai peur que ça arrive à un niveau où la sédentarité exacerbe ça. Et je vais à l'extrême, hein. Mais dans plusieurs décennies, quand tu expliqueras à des gens que ta mamie, elle va à pied faire les courses au supermarché qui est à 1 kilomètre de chez elle, et ben ils diront non, c'est pas possible, elle est dopée, elle y allait à pied, tu vois. Enfin, je tire vraiment le trait jusqu'au bout, mais je pense qu'aujourd'hui, on est en train de. Il y a peut-être un nivellement vers le bas de ces personnes qui en fait réalisent pas du tout le potentiel qu'a leur corps. Voilà. Les 2 points, moi, c'est un peu mon cheval de bataille. Enfin, j'ai un avis assez sévère contre le dopage. Pour 2 choses. La première, c'est que c'est pas interdit par hasard, c'est interdit parce que c'est mauvais pour la santé. Donc je pense que les jeunes qui se mettent à ça ou qui sont tentés, ils réalisent pas. Je pense qu'il faudrait qu'ils regardent un peu tous les témoignages de personnes qui disent que c'est mauvais parce que ça fait énormément de dégâts. Et le deuxième point, qui est tout aussi important, c'est l'intégrité. C'est-à-dire que à partir du moment où tu triches, que ce soit avec du dopage ou peu importe, je sais pas, tu romps la confiance avec toi-même. Tu détruis le travail que tu as fait et tu prends un chemin détourné. C'est comme si tu faisais un 10 km et puis en fait tu vois qu'il y a un raccourci, tu fais le raccourci et puis tu as ton PR. Mais ton PR il vaut rien. Tu as pris un raccourci, du coup tu n'as pas fait un 10 km, tu vois. Et là en plus tu te pourris la santé. Donc non seulement tu es en train d'avoir des performances que tu ne mérites pas, qui ne sont pas viables, que tu ne pourras pas continuer naturellement. Et ouais, tu casses un peu tout ce respect que tu as pour toi-même. Si je me sens bien aujourd'hui, si je suis bien dans ma peau et depuis longtemps, c'est parce que je me fais confiance. Et c'est parce que je triche pas, ni sur mes valeurs, ni sur mes principes. Je suis droit dans mes bottes. Je dis pas que je fais pas des erreurs. Il y a des moments dans mon entraînement, il y a des trucs pas sensés, il faut améliorer. Mais au moins, je suis fidèle à mes principes et je protège ma santé. Et voilà. Je pense que c'est un sujet qui me touche parce que c'est vraiment. Je pense surtout pour les populations jeunes qui sont peut-être pas encore trop bien informées sur les risques. Voilà. C'est catastrophique, ouais. Déjà sur un mec de 30 ans c'est chaud, mais alors sur un mec qui a 18-20 ans qui est pas encore terminé, on va dire, tu vois, faut être honnête, tu vois. C'est chaud. Juste pour finir par rapport à ces excuses, donc tu vois, les gens me voient actuellement et me disent ah, il est dopé. Avec les études, c'était pareil. Je suis passé de l'élève vraiment mauvais, inattentif au possible, à la personne qui majore tous les cours, qui fait premier de la région au bac sans option. Et les gars disent ah bah oui, lui il était surdoué. Et du coup, c'est un peu toujours cette excuse de se dire oh, oui, non, mais lui, il a. Et en fait, quand tu regardes mon chemin, non, rien me prédestinait à réussir. J'étais dans la galère, mais c'est juste parce que j'ai donné énormément de travail pour ça. Donc, ce que j'aimerais entendre de ces personnes, c'est pas ah oui, lui, il a de la chance, il a du talent ou quoi que ce soit. C'est plutôt ah,
Je sais pas comment il en est arrivé là, mais j'ai sûrement pas envie de donner la même charge de travail qu'il a fait pour y arriver. Ça me paraîtrait un commentaire honnête, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il faut vraiment qu'on trace en Ouais, une on minute. file. C'est quoi ton film de sport préféré ou un film que tu nous recommandes d'aller voir ou un bon bouquin sur la perf, tiens. Un bouquin, un film, avec Ok. les premiers qui viennent en tête. En film, j'ai vu dernièrement Le Comte de Monte Cristo, donc je te donne pas le meilleur parce que ça va me demander de réfléchir, on va pas avoir le temps. Le Comte de Monte Incroyable, Cristo, ouais. j'ai beaucoup aimé. Je trouvais ça assez fort, les musiques aussi sont vraiment belles. Une leçon Euh, aussi, ouais. Et puis, maintenant un truc sport parce que tu me l'as demandé. Je le recommande souvent, j'ai La Clinique du Coureur, je vais le montrer là. Vas-y, Tac. Ouais. on en fait la promo. Du coup, je trouve que c'est un bouquin qui est très bien fait. Très gros, costaud. Alors, c'est écrit en gros quand même, ça va vous aider. Par Blaise Dubois et la Clinique du Coureur. Donc, c'est une entité de professionnels de la course à pied qui naît. Il y a de tout. Je crois qu'il y a il y a des médecins. Je ne veux pas dire de bêtises, mais ils font une veille de la littérature scientifique et ils vulgarisent très bien. Donc, en fait, ils partagent un peu les progrès, la compréhension qu'on a actuellement de la course à pied, que ce soit pour la santé ou pour la performance. C'est un bouquin qui se lit facilement, il y a des graphiques, c'est bien expliqué. Et puis moi, je suis assez sensible à ce qui se fait scientifiquement et ce qui est aussi validé sur le terrain. Voilà. Ah, ok. Et toute dernière question, qui est-ce que tu me recommandes d'aller interviewer toi qui as écouté pas mal d'extraterriens, est-ce qu'il y en a un ou une que tu aimerais, une personnalité que tu aimerais bien écouter sur le podcast? Oh là là, en plus, je la connais cette question, mais j'ai pas du tout réfléchi. Tac, tac, tac. Bah, je t'aurais proposé Alan Kao. Est-ce que tu l'as déjà interviewé? Ouais. Euh... Je sais pas, ça peut être dans un autre sport ou dans une autre discipline. Quelqu'un que t'aimes bien. Ouais. T'as déjà interviewé des amateurs qui sont pas... Parce que moi, j'ai des copains qui sont pas du tout à un très haut niveau de performance, mais je pense que leur trajectoire de sportif serait intéressant. C'est un ami d'enfance qui était en surpoids et puis globalement, ouais, qui n'était pas forcément à l'aise avec l'activité physique et qui s'y est mis progressivement et qui a réussi vraiment je pense, gagner beaucoup de confiance en lui et apprécier ça. Alors, de nouveau, lui, il n'était pas non plus prédisposé pour ça. Il s'appelle Théo, et puis si ça t'intéresse, je pourrais te donner son contact. Vas-y, avec plaisir. On nous le demande souvent de faire des séries avec des amateurs. Si c'est des bonnes recommandations, on les note et on le fera. Et ben merci Thomas. On va devoir filer et sprinter pour aller à la gare. C'était un régal. Je t'embrasse. Merci à tous les abonnés si vous êtes encore là. C'est que ça vous a plu. Donc allez suivre Thomas sur les réseaux. Allez lui envoyer un petit message d'encouragement. Abonnez-vous au podcast, mettez 5 étoiles. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci pour tout, Bart.